Bonsoir les amis et bienvenue dans Comic Con, l'émission du comic book et ses dérivés sur La Séance. Nous sommes le jeudi 10 novembre et aujourd'hui une petite soirée exceptionnelle. Oui, je dis exceptionnelle, pourquoi ? Parce qu'on a un invité spécial avec nous. Que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Je suis très très content de faire cette émission et de pouvoir l'inclure avec nous. Et donc il va nous accompagner durant tout le temps de l'émission. C'est Mathieu Tollet qui est avec nous ce soir. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu ? Bonsoir, bien et toi ? Ouais, ça va. Merci pour l'invitation et j'en profite, merci parce que les gens ne savent pas, mais c'est toi qui as fait le logo de l'association, le logo du titre de la BD et dont on parlera, et puis les trading cards qu'on a fait en bonus. Donc merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Quand je peux rendre service comme ça, ça me fait plaisir. En tout cas, c'est un projet qui du coup me tient un peu à cœur aussi parce que effectivement, j'ai donné un coup de patte et donc du coup, je suis très intéressé par tout ça. Et comme d'habitude, du coup, avec nous, on aura bien sûr Captain. Comment vas-tu, mon cher Captain ? Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je t'avoue que je suis KO ce soir, mais bon, j'ai l'impression que ça va plus changer d'habitude. Je dis ça à chaque fois, donc en vrai, c'est mon rythme de croisière, je pense, et tout va bien se passer. Hein. On est là. Je te connais, il n'y a pas de problème. On sait que tu vas carburer dans 5 minutes, t'es au taquet, il n'y a pas de souci. J'ai pas de problème là-dessus. Non, ça va aller, on a l'habitude. Ah oui, et en plus, je suis très content de vous parler de mon coup de cœur là, celui-là. Oh là, celui-là, j'attendais beaucoup de pouvoir vous en parler, donc très content, très pressé aussi. Et très content aussi d'ailleurs qu'on a un invité ce soir, parce que ça, c'est assez ouf quand même aussi, franchement. Bref, ouais. Désolé, j'ai un peu... Non, mais de ouf, t'as raison carrément. Et toi, Geeks, comment vas-tu, mon cher ami ? Eh ben, ça va super bien. J'ai vu Black Panther il y a 1h30. Oh, d'accord. Donc, ça aurait pu aller mieux. Donc, t'es parti à la moitié du film. Okay. C'est senti, quoi, direct. Ça aurait pu aller mieux. Voilà. Ambiance. Non, en vrai, je dis ça, mais c'est pas vrai. C'est pas le pire. Disons que par rapport à ce qu'on a eu de la phase 4 avant, on est content de celui-là, quoi. Ouais, franchement, voilà. Alors, ouais. Franchement, c'est juste quelques effets spéciaux, quelques petits trucs qui viennent me trigger un petit peu, mais sinon, ça reste un film correct qui pourra ravir les premiers fans de Black Panther, premier du nom. Oh. Donc ça va. En vrai, le budget effets spéciaux, c'était déjà un problème sur le premier. C'était un peu salaud, comme s'ils voulaient moins donner d'argent, alors que... Enfin, ouais. Ouais, mais moins d'argent, ça veut pas dire moins bon film. Oui. Ça, c'est une autre conversation. Mais... moi, j'adore, je suis fan, donc je dirais pas le contraire. Moi, j'avoue que je sais pas, le premier m'avait pas choqué visuellement. J'avais beaucoup aimé un peu ce qui s'était passé. Après, en fait, le problème, c'est qu'il y a toujours des VFX un peu dégueux chez Marvel. Donc du coup, quand on s'y accommode, c'est bien le problème. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que les gens, ils se contentent de ça et que tout le monde est d'accord, alors que derrière, il y a des films comme Dune qui sont incroyables. De ouf. Et tu vois, on n'en parle pas plus. On se dit pas, attends, je viens de voir Dune. Là, je viens de voir Endgame. Il y a quand même un truc entre les deux, alors que le budget est pas forcément le même, quoi. Ouais. Donc, ça, je comprends pas. Je suis assez d'accord avec toi. Je crois que j'ai dû avoir un débat il y a quelques jours d'ailleurs à ce propos sur Twitter. Ah oui, c'était à propos de Avatar 2, là, The Way of Water, du coup, avec le super bande-annonce qu'ils ont sorti, qui est incroyable visuellement, c'est ouf. Et j'avais déjà tout le monde qui commençait à se saucer sur Twitter en disant « Waouh, ça va être le film du siècle, il fait mieux que machin et tout ». J'ai dit, les gars, ça fait 13 ans qu'il est en développement. Il y a un moment, c'est normal. Et on est venu me dire, c'est clair. Bah oui, mais en même temps, ça fait pas 13 ans qu'il est en tournage. Les VFX, ça prend pas 13 ans à être fait. Et j'ai reçu des trucs comme ça. Je me suis dit, mais attends, ils ont câblé ou quoi ? Ils comprennent pas comment ça marche un film ou c'est comment ? On parle pas forcément du tournage, comme si en fin de compte, t'avais juste les VFX qui comptaient dans un film et que si les VFX, ils sont dégueux, le film, en fait, il vaut rien. Non. Mais bon, on attaque un pan que Mathieu pourrait très bien donner son avis là-dessus. Au final, on parlera peut-être un peu de toi tout à l'heure dans ta présentation, mais c'est une de tes facettes avec laquelle j'ai jamais discuté avec toi. Mais c'est un truc qui me passionne. Vraiment, donne-nous ton métier déjà de base, juste comme ça. Je suis directeur photo. Ah voilà. Ça tape. Oh putain, ça tape tellement. Ouais, le titre est un peu prétentieux, mais. Non, mais c'est impressionnant. Bon, et le pire, c'est que c'est moi qui t'ai envoyé un DM un jour, je crois. Et j'ai eu le culot d'envoyer un DM, je me suis dit, vas-y, j'y vais, il y a un titre, tu vois. Genre.
Je dis, je tente ma chance, allez, on y va. Non, mais voilà. Bon, en tout cas, c'est vrai. Tout le monde ne le fait pas là-dessus, c'est vrai. Bon, en tout cas, du coup, Black Panther, on verra. Moi, je suis pas encore pris mon ticket, tout ça. Je sais pas trop. J'avais adoré le premier, mais j'attendais fortement le deuxième et je suis un peu en mode, j'aime pas trop ce qu'ils veulent essayer de faire. Je crois deviner et je suis pas très raccord avec le truc et du coup je suis pas pressé de le voir. Du coup je pense qu'on va attendre la sortie Disney Plus aux États-Unis parce que vous savez bien que je vis aux États-Unis, j'ai Disney Plus aux États-Unis forcément. Du coup voilà, on le verra 45 jours après la sortie. Facile. Internet, la puissance d'Internet. Cherchez pas. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, voilà, ça me fait hyper plaisir de faire cette émission avec vous de nouveau, les gars. On était là il y a 15 jours. On a parlé de petits trucs. On va en reparler ce soir parce qu'il y a 15 jours, on avait fait une émission spéciale d'ici avec James Gunn. Il y a une petite info comme ça, un petit truc qui est ressorti. On va en reparler un petit peu. Ensuite, du coup, avec les actus aussi, des gars, vous avez 2 petits trucs à nous partager a priori. Et puis. On parlera du coup en long de Héritage, le comic book du coup de Mathieu Tollet qui est avec nous ce soir et on va en parler, on va décrypter un peu tout ça, il va nous expliquer l'envers du décor du projet et tout. Et puis après vous connaissez les coups de cœur, le petit jeu qui est là, le petit jeu bien évidemment, et en plus ce soir vous allez être à 3 pour vous tabasser, c'est magnifique, j'adore. Donc voilà, c'est une bonne soirée du coup qui s'annonce les amis. On va commencer en tout cas par un petit peu. On va se prendre une raclée là. On est censé être avec un mec qui est encore plus dans le milieu que nous. Donc, ah bah. Moi je suis, voir, mais tu vois, je suis comme ça. On va voir ça. Je pense que ça risque d'être giga intéressant. En tout cas, on va commencer par l'actu tout de suite, les amis. On y va. Jingle. Et pour commencer, du coup, je vais donner la parole à notre cher Captain Barbarossa qui est un peu fatigué. Faites pas trop de bruit dans le chat. Il est un peu fatigué. Donc on y va doucement. Comment ça va être vieux moi maintenant? Qu'est-ce que vous voulez? Non mais oui, je sens la vieillesse maintenant. Tu sais, c'est plus comme avant. Genre tu sais, avant à 20 ans, je pouvais tomber dans un escalier complètement bourré en soirée, je me relevais en mode ouais, tout va bien. Maintenant, si je dors avec juste un petit poids qui est sous mon matelas, je me réveille, mon corps est brisé. C'est terrible. Je connais ça, ouais. Je vais vous parler, je ne sais pas si vous avez connu, ça remonte à 2010, Indignez-vous, qui était un livre qui était sorti, qui avait été écrit par Stéphane Hessel, qui nous a quittés depuis. Ce bouquin, Indignez-vous, qui s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde entier, avait justement lancé le mouvement des indignés, qui a mené à pas mal de mouvances politiques, si je puis dire, dont les Gilets jaunes sont un petit peu les descendants d'ailleurs. Et bien aujourd'hui, précisément aujourd'hui, sort la BD Indignez-vous. Alors c'est pas vraiment une BD du livre en lui-même, parce que le livre était un discours un peu politique sur la non-violence, mais la nécessité de changer les choses. Là, c'est plus l'histoire de comment la BD a été créée et ensuite l'histoire de ce que ça a donné par la suite, parce que Stéphane Hessel, quand même, pour le roman qu'il a écrit, c'est pas un roman, pour le bouquin qu'il a écrit, il s'est quand même retrouvé à Prague à discuter de la nécessité de la non-violence avec le Dalai Lama. Donc ça, par exemple, c'est aussi une aventure qui est contée dans la BD, de comment ça s'est produit, cette rencontre, de ce qui s'est passé. Donc c'est une BD qui peut être très intéressante sur la genèse de ce mouvement et ce qui en a découlé. C'est une BD de 64 pages. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que là où le bouquin, s'il avait marché aussi, c'est qu'il ne valait que 3 €. La BD, elle vaut quand même 18 €. Donc c'est un autre tarif quand même, c'est un vrai bon tarif de BD, quoi. Une différence, ouais. Ouais, mais dans le livre, il n'y avait pas de dessin. C'est ça, exactement. Et ça change tout. Surtout que le style graphique, je trouve assez chouette. Ça rejoint un peu dans un registre complètement différent, mais quoique politique aussi. Le style graphique de Metal Gear Solid qui était sorti en bande dessinée, je trouve, où c'est un trait de crayon coloré comme ça, très les formes, la sorte de mouvement un peu qui est tiré avec des traits. Je sais pas trop comment expliquer. Parce que je suis pas doué. Je vois ce que tu veux dire. Je saurais pas l'expliquer, mais je vois de quoi tu veux parler. En effet, ouais. Ça fait un peu fusain, non? Peut-être un peu étiré comme ça. Ouais, un peu, ouais. Et donc c'est un style faut aimer, quoi. Et puis en plus avec le bleu et rouge, t'as l'impression que si tu mets les vieilles lunettes 3D des années 90, tu vas voir en relief. Il y a Stéphane Hessel qui va sortir la BD. Il prend vie. Mais voilà, donc je trouvais que c'était une petite actualité un peu cool quand même, parce que moi c'est un bouquin qui m'avait beaucoup marqué, qui m'avait moi quand il est sorti en 2010, j'avais 20 ans, donc évidemment que j'étais en plein dans le bail de « Mais dis donc, mais le monde il part en couille, mais c'est vraiment n'importe quoi !» Donc forcément que ça m'avait marqué, Indignez-vous. Je m'étais retrouvé quand même place de la République quand on avait fait toutes les nuits. Ouais, j'étais impliqué dans le bail. Donc j'avoue que ça sort en BD et que ça permet peut-être de réétirer le propos
à une période où on a un prix du gaz et l'essence qui est complètement absolument abusé, et que les politiques viennent en col roulé nous dire va falloir se serrer la ceinture, hein, et puis qu'après ils se payent des repas à plusieurs milliers d'euros par personne. Bon, moi je trouve que c'est de bon ton de ressortir cette BD, quoi, et de dire qu'il faudrait peut-être s'indigner un petit peu, mince quand même, parce qu'on se fout de notre gueule. Moi je rigole, mais je ris jaune. Voilà. Ouais, bah après, moi je suis d'accord, on va s'indigner, mais on peut aussi s'indigner sur 18 €, 64 pages, comme nous dit le mancunien, finalement. Au final, dans le comics, on n'est pas si mal. C'est ça, on n'est pas si mal au final, le mancunien. C'est extrêmement bien vu. Non, mais en tout cas, ouais, c'est assez intéressant de voir qu'on a toujours tendance à avoir des BD qui sont adaptés finalement dans un autre modèle, que ce soit au cinéma, série ou autre. Et donc de là, de voir un bouquin qui est adapté en BD, c'est vrai que c'est pas commun. Il y en a peut-être eu d'autres, hein, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de commun et c'est ultra intéressant comme parti pris, je trouve. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Ça pourrait me faire lire un bouquin du coup sans lire le bouquin. Et voilà. C'est fort. C'est très très fort. C'est gros cerveau. Fort, on m'avait, quand j'étais petit, en primaire, il fallait qu'on lise le Bossu. Pas le Bossu de Notre-Dame, le Bossu. Ah. Okay. Et je l'avais lu en BD, j'avais triché. Et je l'avais lu en BD, c'était trop bien, j'avais kiffé. Mais en vrai bail, parce que tu dis quoi oui, alors qu'est-ce que ça raconte? Bah du coup tu peux dire ce que ça raconte au final. Bah, tu connais l'histoire. C'est juste que toi tu l'as vu, tu sautes tous les paragraphes qui décrivent un peu tout, puisque finalement c'est décrit en images, donc c'est vrai. C'est pas plus mal, quoi, tu vois. Mais l'histoire c'est la même. Ah, le gars, j'ai retenu que la botte de Nevers, hein, mais il a lu une BD en 1 heure, alors que ses collègues ils ont taffé pendant 8 heures à lire un bouquin et tout. Oh, trop fort. Et il y a des gros cerveaux ici. C'est ouf. Et le temps, c'est de l'argent. Exactement. C'est vrai, clairement. Je l'apprends, moi, là, depuis quelques années, tu t'en rends compte. Hein. Quand t'es plus jeune, tu t'en rends pas forcément compte. Mais alors, putain, quand tu prends de l'âge et que t'es une vie très active, oh putain, le temps, ouais. Okay. Des journées de 32 heures, je dirais pas non, tu vois, genre vraiment. Ah, pareil. Non, ce qu'il faudrait, c'est ne pas dormir. Oui, c'est vrai, si on avait moins besoin de dormir, ce serait vachement plus sympa. On perd trop de temps à dormir. On pourrait en revenir au débat. On pourrait en revenir au débat que j'ai eu sur Push to Talk, du coup, avec le Troops et Azuna, où on parlait des mondes imaginaires. Il me demandait mon super pouvoir et j'avais dit arrêtez le temps. Il me dit pourquoi? Mais j'avais dit parce que tu peux mettre tout en pause. Mec, tu fais des siestes, ça se voit même pas. Personne te grille. Genre, c'est rêvé. C'est trop bien. C'est génialissime. Mais le temps nous manque, les amis. Bon, mais en tout cas, c'était une belle découverte. Du coup, indignez-vous en BD si le cœur vous en dit, allez dépenser votre argent là-dedans. Ça peut quand même valoir le coup. C'est intéressant aussi de s'atteler à d'autres types d'œuvres que les fameux comics qu'on a l'habitude de voir aussi, quoi. Ça fait voir un peu d'autres choses et c'est très bien. Mon très cher Giggs, qu'est-ce que tu nous racontes? Yes, et moi je vais parler de Paris Manga. Alors, je vous vois venir, bien évidemment, hein, avec des oui, Giggs, tu perds la boule, c'est pas l'émission manga, nous on lit dans le bon sens de lecture, nos super-héros en plus, ils font plus de pognon au box-office que les échecs cuisants des adaptations manga en live-action, etc., etc. Alors, moi je vous répondrai, mais malheureux, c'est pas le sujet. Hein, déjà, il y a des dessins, il y a des bulles, donc. Si il n'y avait pas tout ça, on lirait des vrais livres, point barre, des vrais livres. Ça reste des vrais livres. Je reprends toujours les gens qui disent ça. Mais bon, bref, soyons tous potes. Et Paris Manga l'a bien compris, puisque ils invitent quelques noms de l'industrie du comics cette année dans leurs allées. Et ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, il y a un partenariat avec Réflexion. Je ne sais pas si vous connaissez les éditions Réflexion, mais en tout cas, ils sont partenaires cette année. Et on a de quoi se réjouir, parce que, enfin moi en tout cas c'est mon cas, on a par exemple Steve Scott, alors tu peux descendre, hein, là c'est vraiment tout en bas, tu vas voir, il y a un truc scénariste ou dessinateur BD, tu vas voir, il y a un truc comics normalement, voilà, on y est. Et donc là on a vraiment une belle brochette, d'ailleurs ils en ont rajouté depuis que j'y suis allé, tu vois. Et donc... Nguyen Finch Scott. Voilà, là on a quand même des beaux noms. Alors Steve Scott, moi c'est un mec que j'aime beaucoup parce qu'il a fait un petit peu de Batman, puis là il a fait le Judge Dredd, donc lui justement avec
avec Réflexion, parce que c'est Réflexion qu'il avait sorti, le dernier Judge Dredd, donc ça c'est cool, il va être dans l'allée. Il y a aussi donc Nico Ericson, qui vient du Québec. Et donc lui, il a fait du Fantastic Four, il a fait du Doc Strange, tout ça. Là, on voit, il y a un petit couple, David Finch et Meredith Finch, donc elle qui est scénariste et lui qui est illustrateur. Ils avaient déjà fait, ils ont fait un Wonder Woman ensemble, qui était assez connu. Je me rappelle plus du titre. C'était l'année dernière, en tout cas. C'était un truc qui avait fait un petit peu de. Non, c'était pas l'année dernière. C'était en 2011. Bref, je rappelle plus du titre. Je vous laisserai regarder sur Google. Non, c'était pas l'année dernière, mais il me semble qu'il y a eu une réédition il y a pas longtemps. Ah d'accord, ok. Et c'est peut-être pour ça. C'est sorti en France bien après et c'était aux États-Unis sorti en 2011. Ok. En tout cas, déjà de les voir eux, moi j'aime beaucoup parce que lui, en plus, il a une petite patte à la Silvestri. J'en parlais il y a pas longtemps de Marc Silvestri et je trouve qu'il dessine un peu dans ce truc-là. Il avait fait un Batman qui était cool, qui s'appelait Batman Nouvelle Aube, la Nouvelle Aube. Je sais pas si vous voyez ce titre qui était assez cool. Oui. Mais le clou du spectacle, un de mes chouchous, un de mes petits amours, un artiste que j'aime. Au moins autant que les blagues nulles, c'est vous dire que je l'aime vraiment très très fort. C'est Dustin Nguyen, qui est vraiment incroyable. Il est surtout connu pour avoir mis en image Descender et Ascender de Jeff Lemire. Là en ce moment, il travaille encore avec Jeff Lemire sur un truc que je suis en train de lire qui s'appelle Little Monsters, qui est sorti qu'en VO pour l'instant, mais qui est vraiment très cool, où c'est des petits enfants vampires qui sont coincés dans des corps d'enfants du coup. Et il n'y a plus personne sur Terre, donc par eux. C'est vraiment très 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 sympa. D'ailleurs, je pense que j'avais mis un petit lien avec les dessins de Nguyen. J'aime vraiment son style aquarelle. C'est incroyable. Vraiment, c'est beau. Donc, c'est tellement propre, c'est clair. Ouais, moi je pense que je vais aller à Paris Manga juste pour voir ce mec et lui faire un bisou. J'ai envie de lui faire un gros bisou. En vrai, enfin, je veux dire, si t'es à l'occasion d'y aller, ouais, il faut y aller parce que. Ouais, mais franchement, tout ce qu'il a fait, lui, c'est juste du petit lait, quoi, tu vois. C'est incroyable. Voilà, ouais, voilà. Moi, je sais pas vous, mais moi, je prends une claque quand je vois ça. Ouais, non, clairement, mais moi, tu vois, je sais par exemple que là, il y a aussi le festival d'Angoulême là qui a annoncé qu'il y aurait notamment James Tynion reconnu sur Batman récemment, et puis George Jiménez aussi, dessinateur sur Batman. J'avoue que George Jiménez, je suis ultra fan du gars. Ah ouais, je comprends. Je suis assez dégoûté de voir qu'Angoulême est assez loin de chez moi et que du coup, je pourrais pas m'y rendre parce que putain, aller voir une petite dédicace de George Jiménez, incroyable. En plus, le gars est beau gosse, il est musclé, juste, voilà, on lui fait un bisou et puis voilà, hein, on est amoureux, hein, il est trop fort. Ouais, donc, non mais voilà, donc ouais, allez voir Dustin Nguyen au Paris Manga parce que ça vaut le coup quand même. Hein, et surtout, lisez ce qu'il fait parce que vraiment, Jeff Lemire, de toute façon, je pense qu'on peut y aller tranquille. Façon, valeur sûre, oui. Ouais, donc Ascender et Descender, c'est vraiment incroyable. Et là, le petit Little Monster, c'est ça. C'est vraiment très très cool et on retrouve un peu la patte. Alors c'est en noir et blanc, donc on a moins le côté aquarelle de d'habitude. C'est vraiment plus ancré, mais c'est très très cool. Ça fait un peu style 30 jours de nuit comme ça, avec juste le visage tout blanc et noir et le sang qui coule comme ça. Ça fait très 30 jours de nuit, je trouvais. Bah, on est dans le même thème vampire et tout. Alors, c'est moins axé. Oh là là, on doit manger des gens. Ouais. Que plutôt sur on est des enfants. Assez vieux, mais on est bloqué dans des corps d'enfants. C'est plutôt sur ça que ça s'axe. Un peu comme Détective Conan, ouais, je vois le truc. Je connais pas assez Détective Conan, mais... non, c'était plus pour rire, mais oui. Non, bref. Et toi, Mathieu, tu avais l'air de nous montrer quelque chose tout à l'heure. Oui, en fait, je vous ai montré, attends, je vais le remettre avec un peu plus de lumière. Quand vous parliez de Finch, j'ai un petit sketch, petit dessin de Finch. Alors, je vais essayer de cadrer à peu près correctement. Voilà. Ah ouais, c'est pas trop mal, ouais. Et c'est fait au stylo bille. Oui, incroyable. Le talent. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il avait commencé. Ah putain, j'arrive pas. Il a commencé par le bout du doigt. D'accord, bon. Il a commencé par le bout du doigt de ce doigt-là. Et puis il a commencé, et puis il est descendu, puis voilà. Mais il a pas fait de silhouette ou de choses comme ça. Il a commencé juste par le bout du doigt, par l'index, et puis ou le majeur, et puis ensuite il est descendu.
Et le mec est adorable. C'est Le le mec est talent. vraiment, vraiment adorable. Et ça, c'était en 2000, donc c'était il y a 22 ans. Ok. Bon. Vache. Ah oui. Je lisais pas encore de comics, voilà. J'aimais bien, mais j'en lisais pas. De toute façon, je lisais pas du tout, moi, donc comme ça. Moi, c'était honteux. En 2000, je sais que j'aimais déjà beaucoup Spider-Man à cause d'une saga très controversée, celle des bouffons. Tu sais, un bouffon en chasse l'autre, et c'était juste après la saga des clones, je crois. Oh, Il y ça avait me les super parle. bouffons, tout ça. Ouais. Toi, c'est vrai que t'aimes Comment bien ça, le super bouffon. parce que le super bouffon, le Hobgoblin, c'est beaucoup plus vieux que ça. Ça date du début des années 80, normalement, l'histoire avec la rose et tout ça. Bah là, ouais, c'est vraiment c'est le gobelin tout orange, orange jaune, et j'ai toujours cru que c'était lui le vrai gobelin d'ailleurs, parce qu'à cause de cette BD là, et je l'ai toujours, c'est un bouffon en chasse l'autre, et j'ai grandi avec cette BD là, donc quand ils ont sorti le film, le premier film Spider-Man Sam Raimi, je me suis dit mais c'est pas le vrai bouffon, le bouffon vert, et mon père me disait bah si c'est lui le premier, je dis mais non t'as tort, moi je connais, il est jaune. Ah, pareil, la première fois que j'ai lu Venom, moi je pensais qu'il venait de la Lune, mais parce que j'avais vu la série animée des années 90. Ouais. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir, quoi. Pareil. Ouais. Mon frère me disait ça, il me disait mais il vient de la Lune et tout. En fait, c'est un cosmonaute, c'est le fils du journaliste qui l'a ramené tout quand il est parti dans l'espace. Jameson. Ouais, c'est ça, c'est son fils qui part dans l'espace et tout. D'ailleurs, il avait amorcé dans le film, j'ai jamais compris pourquoi ils s'en sont pas servis. Dans le deuxième film, il va se marier avec MJ, et ils disent bien qu'il va partir dans l'espace. Et dans le troisième film, il y a Venom, mais il n'y a pas le lien avec le fils de Jameson qui part dans l'espace. Ça sert à quoi d'amorcer le truc Mais alors, fun fact, Sam Raimi ne voulait pas faire Venom dans Spider-Man 3. Hein. Donc il a été obligé de le faire. À la base, il avait plutôt prévu le vautour. Il avait prévu Vulture d'ailleurs avec un super design de... Putain, c'est John Malkovich, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Il avait prévu John Malkovich, et au final ça s'est pas fait parce qu'il a été un peu forcé de faire Venom, ce qui fait d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de Spider-Man 4 derrière. Voilà. Et pour l'astronaute, pour le fils de Jameson, normalement, si je dis pas de conneries, dans la BD, il revient en loup-garou. Il revient de la Lune et il y a une histoire de loup-garou. Je sais pas si c'est le fils de Jameson, le loup-garou, parce que c'est, comment il s'appelle c'est Manwolf. Alors, oui, je crois que c'est ça, mais en tout cas, dans le... C'est peut-être, peut-être que tu as raison. Ouais. L'astronaute, c'était le fils de Jameson. Ouais, ça me parle. Bon, en tout cas, voilà. Ouais, c'est un des ennemis de Venom, en tout cas, après... On a une culture étendue, voilà, c'est... Excusez-nous. Ouais, c'est vrai que là... je fais un petit point actu aussi de mon côté, rapidement. Donc, il y a 15 jours, on avait parlé de DC, les gars. On a fait une grosse émission dessus. Pourquoi ? Parce que James Gunn et Peter Safran ont pris, du coup, le lead chez DC, chez Warner, du coup, du côté de DC Universe, les DC Studios, voilà. Et donc, James Gunn, c'est un peu... il s'était rien dit, hein. Vraiment, depuis le temps, il s'était pas dit grand-chose. Et puis, James Gunn a pris un peu la parole sur Twitter. Et du coup, je voulais faire écho à ce qu'on s'était dit il y a 15 jours. Il a dit sur Twitter, il a lâché un petit thread. Il a dit: j'ai ouvert Twitter après un long week-end créatif pour voir les nombreux tweets avec les hashtags Saves Legends of Tomorrow et Release the Ayer Cut, donc pour Legends of Tomorrow qui a été annulé, et le Suicide Squad de David Ayer, mais aussi le soutien des fans pour d'autres projets d'ici au fil des ans. La majorité de ces demandes étaient enthousiastes et respectueuses. En tant que nouveau et tout premier PDG de DC Studios, Peter et moi pensons qu'il est important de vous reconnaître les fans et de vous faire savoir que nous entendons vos différents désirs concernant les voies à suivre pour DC. Bien que notre capacité à interagir sur Twitter ait été réduite en raison de la charge de travail de nouveaux postes, nous sommes à l'écoute et ouverts à tout, tandis que nous entamons ce voyage. Et nous continuerons à le faire en cours de ces prochaines années. Mais tout notre objectif initial est focalisé sur l'histoire à venir, la mise au point du nouveau DCU et la narration de la plus grande histoire jamais racontée à travers plusieurs films, séries et projets animés. Nous invitons tous les fans d'ici de tout le multivers et tous les autres aussi dans ce nouvel univers. Nous avons hâte d'en rêver le plus. Voilà, bref, il tease énormément du coup le fait qu'il travaille actuellement, non pas sur le passé, mais sur le futur du DCU. Je crois même qu'il y a une phrase qui est sortie dans les médias où il disait que le projet de David Ayer, la Suicide Squad de David Ayer, qu'il avait déjà soutenu par le passé sur Twitter, attention, il avait dit: David Ayer c'est mon ami, je le soutiens sur ce projet. Il se pourrait, du coup, ils avaient dit: il faut plutôt demander ça à Pamela Abdi et j'ai oublié le nom de l'autre, les deux directeurs en fait de chez Warner Bros, du coup, de Warner Bros Films,
du coup, qui ont le point de vue, la décision de sortir une Ayer Cut, du coup, pour la Suicide Squad ou non. Et puis bon, les Save Legends of Tomorrow, c'est un faux débat, je ne vois pas. Il a voulu placer le hashtag, voilà, c'est tout ce que je pense. Pardon, c'est mon point de vue personnel. Mais en tout cas, voilà, c'est surtout intéressant de voir James Gunn qui s'exprime. Et qui confirme bien qu'ils sont en train de reconstruire l'avenir de DC au cinéma. Donc voilà. Et puis du coup, on parlait de Legends of Tomorrow. Sachez que l'Arrowverse et la CW, c'est un sacré chemin de croix qu'ils font, puisque on sait maintenant qu'il y a plusieurs séries qui ont été arrêtées depuis que Arrow est fini. De toute façon, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Les séries sont de moins en moins bien. On a la dernière saison pour The Flash qui est actuellement sur les rails, là, qui va sortir au début d'année prochaine. On a la dernière saison de Stargirl qui est en cours de diffusion. On a Legends of Tomorrow et Batwoman qui ont déjà été annulés au printemps dernier. Voilà, il reste plus grand chose sous la dent. Pourquoi ? Parce que la CW, ils avaient des grosses difficultés financières. Ils se sont fait racheter récemment par Nexstar. Sauf que ça fait le ménage, quoi. Ça fait le ménage. Quid de Superman et Lois ? On ne sait pas. Peut-être la meilleure série de l'Arrowverse. On ne sait pas ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce qu'ils auront les fonds pour continuer ou pas ? Parce que ça coûte apparemment un petit peu d'argent aussi. Hein. On va dire qu'ils mettent les moyens. Là-dessus, on n'a pas plus d'infos. Par contre, on sait qu'il y avait bien la série Gotham Knights qui est partie en production il y a déjà quelques années de ça. Hein. C'est déjà acté. On avait vu un teaser qui était dégueulasse au possible. Je n'ai pas envie de voir cette série si elle ressemble à ça. Mais passons. On aurait dit un mélange de Riverdale avec Gotham City. C'était un peu absurde. Mais en tout cas, ils ont trouvé leur Lincoln March. Et pour ceux qui ont la rêve, du coup, on parle de la cour des hiboux. Donc, il se pourrait que ça ait teasé la cour des hiboux dans Gotham Knights. Je ne suis pas pressé de voir les ravages. Et donc, à savoir voilà, que la CW, c'est quoi ? C'est les projets comme Dynasty ou Roswell, New Mexico qui ont été annulés. Mais c'est aussi All American Homecoming, Kung Fu Walker. Tout ça, c'est en questionnement. On ne sait pas ce qu'il va en être de tous ces projets-là. En tout cas, il y a beaucoup de changements du côté de chez DC. Encore une fois, pourquoi ? Parce que avec le rachat par Discovery, HBO Max qui est en place, qui va changer de visage, qui va fusionner avec Discovery+, beaucoup de choses qui se passent. On est dans le flou absolu. Tout ce qu'on sait, c'est que Flash va avoir sa dernière saison et Stargirl est en cours et c'est quasi tout, quoi. La suite, on ne sait pas. En vrac, on parlait de Black Panther tout à l'heure. Sachez que Black Panther a réalisé pour sa première journée au box-office 243 000 entrées en France. Donc c'est presque autant que The Batman qui avait fait 257 000, c'est pas mal. Mais c'est nettement moins que Thor Love and Thunder qu'on avait fait 343 000, c'est honteux. Même de Multiverse of Madness, du coup Doctor Strange 2 qui avait fait 335 000. Bon, voilà, je garde mon avis pour moi. J'ai eu une réponse sur Twitter qui disait oui mais Thor c'est une comédie, donc tout le monde va le voir, alors que Black Panther c'est un film de guerre. Voilà, qui n'est pas pour tout le monde, qui dure 2h40, je sais pas quoi là. Voilà, c'est un point de vue complètement fou, mais soit. Les gens n'ont pas de goût pour le cinéma. Je pense qu'on en est là, c'est tout. le Thor durait combien de temps ? Il était pas très long. 2h, 2h10, quelque chose comme ça. Non, il était moins long que ça, je pense. Ah. Mais parce que 1h40, 1h50. Ouais, mais mine de rien, ça joue sur le nombre de séances. Apparemment, Black Panther apparemment est extrêmement. Il est long. Il y a franchement 20 minutes à couper minimum. Ah ouais, moi j'avais pas vu l'info, tu vois. J'avais pas du tout vu l'info. Bon, passons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a Constantine 2. On en a déjà parlé ici. Constantine 2 a été confirmé. Il n'y avait pas trop de doute à ce sujet, mais en tout cas, on a demandé à Francis Lawrence, le réalisateur du premier opus, qui était censé réaliser le deuxième. On lui en a demandé un petit peu sur son nouveau projet qui vient de sortir là, et il a répondu que oui, il travaillait bien sur ce projet-là avec Keanu Reeves et avec aussi le producteur de l'époque. Que c'était un projet qui leur tenait à cœur, que ça faisait des années qu'ils travaillaient avec le studio pour essayer de mettre un deuxième en marche, sauf que bataille DC, Vertigo, vous en avez peut-être entendu parler, c'était compliqué de mettre le personnage en place à nouveau parce qu'on ne savait pas chez qui il allait aller, jusqu'à ce que DC avait le Vertigo puis on n'en parle plus, et aujourd'hui du coup c'est sur les rails. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas de script. Il n'y a pas de script écrit, donc on va attendre encore quelques années a priori. Il n'y a pas de script écrit pour Constantine 2. Bon, après, vous allez me dire, ça fait 17 ans, on n'est pas à 2-3 années près. On verra bientôt notre Keanu avec ses clopes. Voilà. J'espère qu'il aura le droit de les avoir. J'espère qu'il aura le droit de les avoir. Ah ouais, putain, c'est vrai que je lâche ça, mais en vrai...
J'espère. Allez, autre petite news croustillante. Andy Serkis ne réalisera pas Venom 3. Nous sommes tous tristesse à cette nouvelle. Entre parenthèses, tant mieux, il a trop de talent pour ruiner sa carrière avec ça. Et donc, du coup, voilà, il a dit juste simplement qu'il préférait se focaliser sur d'autres projets, que les gens qui étaient actuellement dessus, ils travaillaient très bien. Il a pas Alors du j'ai tout quand même une dénigré question Venom 2. parce que il a scénarisé avec Hardy aussi Le Venom troisième 2. Le Venom 2, oui, il a oui, été scénarisé oui, ensemble et ça a été une catastrophe. oui. Ouais, Disons-le. d'accord. Donc si Disons-le. Tom Hardy reste en tant que scénariste sur le projet, je pense que ça sera toujours aussi catastrophique, peu importe qui sera le réalisateur. Je pense là, aussi. On a le nom du réalisateur, enfin je l'ai pas, mais c'est la C'est scénariste. ouais, C'est la c'est Kelly, scénariste du 1 et 2. Kelly Marcel, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. C'est exactement celle qui avait bossé avec toute l'équipe en fait. Elle reprend finalement le rôle de Andy Serkis, mais elle était déjà dans le circuit. Elle a déjà participé au premier projet. Autant, beaucoup au scénario. Elle a beaucoup participé au scénario du 1 et du 2, malheureusement. Autant se dire que Venom 3 sera aussi nul que le 2. Voilà. Je ne prends pas de gants ici, je ne suis pas là pour ça, désolé. Ah non, mais t'inquiète. Tu ne prends pas trop de risques, hein. Je pense que ça va être effectivement aussi mauvais. Effectivement. Et puis bon, on parlait de Keanu Reeves tout à l'heure. Keanu Reeves apparemment aurait peut-être un petit rôle dans le spin-off Ballerina, du coup spin-off de John Wick, qui sortira dans quelques années. En attendant, il y aura The Continental et John Wick 4, dont la bande-annonce est sortie aujourd'hui. C'est un banger. J'ai tellement hâte de voir ça. C'est dans 4 mois. Je compte les jours. Voilà. John Wick 4 en mars. Donc il sera dans Ballerina. Voilà, c'est la petite info croustille-croquante que je vous donne comme ça. Allez. Et je voulais terminer ce petit point d'actu en vrac. Juste, je voulais pas en faire trop sur ça, mais il y a pas mal de décès dans le monde du comics récemment. Je voulais rendre un petit peu hommage juste à Carlos Pacheco, Kevin O'Neill, George Perez, Tim Sale, Neil Adams et Kim Jong-gi qui nous ont quittés cette année. Voilà, un petit coucou à eux, une grosse pensée. C'était des auteurs, des dessinateurs aussi exceptionnels. Donc voilà, triste année, mais voilà, on garde le sourire ici. C'est vrai que le dernier en date, c'est Carlos, c'était là cette semaine. Ça fait beaucoup là, ça fait beaucoup. Donc je voulais dire un petit mot. Je suis pas là pour faire des chroniques de décès et tout, mais c'est important quand même de pas oublier et de mentionner les noms de ces artistes avec un grand A. Voilà. Écoutez les amis, je pense qu'on va un peu parler d'un petit sujet important aujourd'hui, hein ? Ça vous va ? On passe tout de suite à la chronique avec l'invité. Alors, aujourd'hui, émission incroyable. Nous avons avec nous un invité, voilà, exceptionnel, qui s'appelle Mathieu Tellet, qui est avec nous, qui nous fait le plaisir d'être là et qui va nous présenter du coup un petit peu son projet. C'est un truc qui n'arrive pas souvent. On a la chance de pouvoir l'avoir avec nous. Mathieu, déjà, on va commencer par toi. Présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Personne ne me connaît. Moi, je suis pas quelqu'un de connu du tout. Écoute, je suis dans la vie, je suis directeur photo. Donc, ça veut dire que je fais l'image dans les films, séries, pubs, choses comme ça. Donc en fait je suis responsable de l'image. Directeur photo, c'est celui qui est derrière la caméra et qui est responsable de l'image. Donc parce que non, ce n'est pas le réalisateur qui est derrière la caméra, même si on lui file la caméra le temps de faire une photo pour les making of, c'est pas lui qui est derrière la caméra. C'est bien, tu fais bien de le souligner. J'allais te dire, et qu'est-ce que c'est la différence avec le réalisateur ? Et oui, le réalisateur lui s'occupe de la mise en scène et de ses acteurs. Et alors il peut avoir des envies d'image, heureusement, mais c'est mon job de les retranscrire et de faire en sorte que ça fonctionne. Il y a un truc intéressant, je trouve en plus que ces dernières années, on a la chance d'avoir un petit peu plus de reconnaissance sur le métier. Je ne sais pas si toi, en tout cas, tu le ressens, mais j'ai l'impression, moi, au vu de l'actualité, d'avoir des noms de directeurs photo qui sortent davantage dans l'actualité et qui les mettent en avant et qui vendent un film sur le nom d'un directeur photo. C'est hyper important. Oui, c'est vrai que, par exemple, on parle beaucoup de Roger Deakins. Ce qu'on faisait pas avant. Après,
il y a eu quelques noms qui ressortaient. T'avais, à l'époque de la Nouvelle Vague, tu avais Raoul Coutard, mais ouais, c'était bien avant que votre naissance. Il y avait... Delbonnel. ça y est, j'ai plus les noms. Ouais, Delbonnel, effectivement. Il y a Darius Khondji, avant Kaminski. Delbonnel, Kaminski pour Spielberg. Oui, non, il y a quelques noms, mais c'est vrai que c'est... Ouais. Mais c'est des métiers, enfin, c'est des métiers de l'ombre, donc nous, ça nous va. On est ravis d'être derrière la caméra, on n'est pas devant. Ouais, Mais, et puis tu peux jamais savoir vraiment quelle est la part du chef-op et quelle est la part du réalisateur. Par exemple, on parle beaucoup d'Orson Welles pour certains de ses plans, ses contre-plongées, mais en fait, c'est Greg Toland, son chef-op. Et j'ai envie de dire, le fait de ne pas savoir, en soi, c'est pas grave, on s'en fiche. Le principal, c'est que le film soit réussi, on s'en fiche de qui fait quoi, c'est un vrai boulot d'équipe. Et nous, on est très très bien derrière la caméra et dans l'ombre. Et puis si les réalisateurs font des interviews et tout ça avec les acteurs, c'est très très bien. Nous, c'est pas notre job, ça nous intéresse pas vraiment. C'est une très belle pensée que tu as là. Moi aussi, j'adore les sports d'équipe. J'aime bien les gens qui pensent comme ça. C'est important. C'est quoi ton background sur l'univers comics du coup comment t'as pu en arriver à faire ça? J'ai grandi avec, je vais pas dire que j'ai appris à lire, mais presque, avec Strange, que ma mère m'achetait, et donc les vieux Strange qu'elle récupérait chez les bouquinistes sur les quais de la Seine, et donc j'ai beaucoup lu ça. Donc j'avais évidemment Tintin, Astérix, mais je l'avais tendance à les délaisser pour lire, relire et re-relire les Strange. Et puis après, je suis allé à des dédicaces, parce que je trouvais ça assez chouette. Et puis en fait, assez vite, les dédicaces m'ont un peu frustré, dans le sens où je trouvais pas ça bien organisé en France. Et aussi parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de les regarder bosser et de discuter avec eux. Donc je suis passé dans l'organisation plutôt. Et donc j'ai organisé pas mal de dédicaces, dont une avec Carlos d'ailleurs, Pacheco. Et c'était la librairie Pulse. Et donc voilà, et en organisant et en discutant, j'ai sympathisé avec quelques-uns, et notamment avec Trevor Ersine qui venait de faire un album chez Delcourt qui s'appelait L'héritage du Kaiser. C'était un épisode d'une anthologie qui s'appelait Le Casse, et à chaque fois il y avait un scénariste et un dessinateur différents. Et donc Trevor a fait ça, c'était très très bien vendu. Et en discutant, je lui ai dit, ça t'intéresserait de refaire un album avec Delcourt, enfin avec des Français? Il m'a dit, bah oui, pourquoi pas. Je lui ai dit, je vais les appeler parce que ils ont forcément un scénario pour toi. Enfin, c'est sûr qu'il y a au moins, il doit y avoir 15 scénarios qui attendent un dessinateur, et qui plus est un dessinateur comme toi. Et parce qu'à l'époque, enfin toujours maintenant, mais j'aimais bien mettre les gens en relation, et je bossais un peu, on va dire, comme un agent, sauf que moi, je prenais pas d'argent. J'aimais bien rendre service. Enfin, j'aime bien rendre service, et puis j'aimais bien faire que les gens se rencontrent et que des projets aboutissent. Et donc, je propose ça, je dis ça à Trevor, et Trevor m'arrête, il me dit, non, tu vas pas me filer le scénario de quelqu'un, t'as qu'à toi écrire quelque chose. Donc, c'est beau. Donc, il est vraiment top, Trevor Ersine. Et donc, j'ai commencé à écrire quelque chose, sauf que comme je suis très très lent, et puis surtout que je bossais à côté, le temps que j'écrive un scénario que je trouvais à peu près correct, Trevor avait signé un contrat d'exclusivité avec Valiant à l'époque. Ouais. Et donc il était parti sur autre chose. Mais j'ai vite pris goût, donc je me suis mis à écrire plusieurs scénarios, à la base pour un format français, pour des albums français, mais je me faisais têche de tous les éditeurs français, parce que j'arrivais juste avec un scénario, j'avais pas forcément de dessinateur. Et puis, comme je suis personne, on me répondait pas. Alors, sûrement, il y avait des scénarios qui étaient pas bons, mais c'était difficile de savoir. C'est-à-dire qu'en France, si t'as pas le bon contact, si t'es pas déjà introduit, déjà connu, ou si t'es pas le fils d'eux, la sœur d'eux, le mari d'eux, je suis même pas sûr qu'on ouvre tes mails. Et ce qui est assez frustrant. Donc je me suis j'ai essayé, j'ai envoyé quelques scénarios du coup à des éditeurs étrangers, anglo-saxons. Et là, au lieu de ne pas avoir de réponse, ou d'avoir une réponse d'un assistant au bout de 6 mois,
j'avais la réponse littéralement du grand patron au bout d'1 heure, voire 24 heures, avec des détails précis de mes scénarios, donc les mecs lisaient. Alors ça n'avait pas abouti non plus, mais au moins ils répondaient, puis ils répondaient précisément. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais continuer à écrire, mais je vais écrire directement pour le marché, plutôt comics, puisque c'était plus ça qui m'intéressait. Je me suis dit que ça serait plus facile d'écrire pour des éditeurs français de la BD. Et en même temps, vu que j'avais plutôt des retours sur le format comics, je me suis dit, je vais revenir à ce qui me plaît le plus. Et puis, ce dont je suis le plus proche aussi par rapport à mon boulot, parce que, mine de rien, le style de découpage dans les comics, même si les comics, ça englobe énormément de choses, mais si on compare la ligne claire, la BD franco-belge et des comics type, je sais pas, X-Men, ce genre de choses, Marvel ou DC, c'est très cinématographique. Il y a un vrai lien entre les deux. C'est quelque chose. Ils se répondent assez souvent. Matrix à la base, c'est un comics. Absolument. Oui, Man in Black. Il y a énormément de choses. Mais sur la façon de cadrer, ils utilisent la même façon de cadrer qu'au cinéma. Tu as des fortes contre-plongées, des fortes plongées, des très très gros plans, ce que tu n'as pas forcément, en tout cas de manière moins générale. Je pense qu'un comics, c'est un très bon storyboard. C'est un très bon storyboard, mais il y a quand même pas mal de différences. Tu as pas mal de différences parce que, par exemple, alors ça pour le coup c'est commun à la BD et aux comics, tu dois gérer le rythme de la vitesse de lecture de tes lecteurs, donc comment tu diriges leur regard sur les cases, et surtout tu dois faire attention à faire une sorte de mini cliffhanger en bas de ta page impair pour donner l'envie de tourner la page, ce que tu n'as pas besoin de faire quand tu fais du storyboard. Mais il y a beaucoup de ressemblances, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ultra intéressant du coup comment t'es venu là. Puis du coup, alors, si j'ai bien compris, il y a eu plein d'essais avant d'arriver à Héritage alors. Oui, j'ai plein de scénarios. Héritage, c'est le petit dernier, c'était le moins abouti. Et celui-ci est né parce que j'avais avec des copains, on avait fait c'était pas une association à l'époque, c'était juste un groupe de potes avec un site internet qui s'appelait Comicverse et qui existe toujours, sauf que moi je suis pas resté. Et il y a un des membres fondateurs, David Bassi, qui lui est resté. On a fait une vraie association qui organise, qui fait vraiment pas mal de choses dans le milieu des comics, qui participe à des conventions, qui font venir des auteurs français. Et pour les 20 ans parce que ça fait 20 ans aussi que ça a été créé, pour les 20 ans, il a voulu faire une anthologie. Et il m'a proposé, comme il savait que j'écrivouillais des petites choses, il m'a proposé d'écrire une histoire avec comme contrainte que ça devait faire 10 pages maximum, que le titre de l'anthologie s'appellerait, parce qu'elle n'est pas encore sortie, il y a un peu de retard, s'appelle Legacy. Donc il fallait que ce soit en rapport avec ce qui est héritage, succession, transmission, relation père-fils, choses comme ça. Et que ce soit du super-héros. Et donc, avec ces contraintes, j'ai écrit une petite histoire sur 10 pages, qu'il a confiée à une dessinatrice qui connaît, qui s'appelle Alice Leclerc. Et donc, on a fait ces 10 pages qui seront dans l'anthologie. Et moi, comme ça a pris pas mal de temps, j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer ce qu'il pouvait y avoir avant, après. Est-ce que ça pouvait faire une histoire de développer l'histoire. Et j'ai réussi à développer l'histoire, en tout cas quelque chose qui me plaisait. Et donc je voulais continuer. Donc j'en ai parlé avec David qui m'a dit, oui, évidemment, tu peux. Moi, il y a juste les 10 pages que je fais pour mon anthologie, mais tu fais ce que tu veux avec ta création. Et donc j'ai naturellement proposé à Alice si elle voulait continuer, puisqu'on avait déjà 10 pages, donc il fallait juste en mettre un petit peu avant, un peu plus après, et puis on avait déjà notre histoire. Et en fait, ça ne l'intéressait pas. Elle partait sur d'autres choses et elle n'avait pas envie de continuer. Donc j'ai passé un peu de temps à essayer de trouver la bonne personne, une personne qui soit aussi motivée que moi et qui ait autant envie. Et je suis tombé sur Natalio Anastasia, qui est un dessinateur argentin et qui est à fond, qui est vraiment à fond. Et donc, ça a bien collé. On bosse beaucoup. Là, pendant au tout début du chat, je recevais
un message, il m'envoyait je peux vous le montrer, il m'envoyait une Attends, dépêche, alors, une dépêche qu'il était on, en train de faire. on va y aller par étapes. D'accord, pardon. Maintenant, on va parler de héritage, du coup. Quand même, Oui. il est temps d'en parler. Donc, qu'est-ce que tu peux nous raconter de ça si la régie vient de mettre aussi des images du projet sur Ulule et moi, je vais mettre un petit peu le lien dans le chat. Alors, qu'est-ce que c'est héritage? Dis-nous tout. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Sophia et qui est élevée par son père. Sa mère est décédée et elle est... Ah oui, vous avez mis à jour, c'est tout nouveau truc. Bref, et qui est élevée par son père, et son père a un travail un peu mystérieux, c'est-à-dire qu'il s'absente souvent au dernier moment, il rentre tard le soir, elle ne sait pas trop ce qu'il fait. Et dans cette ville, enfin dans ce monde-là, il y a un super-héros local qui s'appelle le Shield, qui est qu'on voit là en rouge, bleu et blanc, et qui est une sorte de Superman. Et donc elle imagine que c'est son père. Et parce qu'il y a des indices, des choses comme ça, et donc voilà, donc elle est un peu la risée de sa classe, mais voilà, elle y croit, et puis ça va être comment elle va grandir avec ça, ou avec ce qu'elle va découvrir, et comment elle va, ce qu'elle va devenir. Mais donc je suis parti d'un peu celui-là très de super-héros, puis avec après ça change, mais le personnage principal est cette petite fille qui va grandir avec des choses qu'elle va découvrir. Et j'aimerais bien en dire plus, mais c'est dès la page 12, il y a déjà des rebondissements, et voilà. Du mystère, bien entendu. Et en tout cas, j'ai découvert là, le print de Stéphane Roux qu'on a vu passer là. Oui, il vient de terminer. Il est incroyable. Genre, il est vraiment, vraiment incroyable. C'est une dinguerie. C'est un banger absolu. Voilà. Ça, et puis on a créé, parce que Joffo, qui travaillait, enfin qui a terminé Gotham, Future State Gotham, ouais. a fait des prints assez sublimes. Et donc, si tu descends sur la page, je crois que tu vois sur les contreparties, on a créé des nouvelles contreparties pour faire un print à 30 exemplaires et un print à un tirage unique justement de Crimson Crown en roux. Enfin, tu vas voir, moi je le trouve vraiment sublime. Ça ferait une super variante de cover. Voilà, c'est celui-là. Ah à oui, droite. celui-là, d'accord, qu'on voit sur la droite. Voilà. Okay. Et qui est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et donc, c'est magnifique. Elle est magnifique. Ça. Bon, le rouge, c'est ma couleur préférée, je dirais. Mais donc, voilà, parlons-en du coup, projet Ulule. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé sur Ulule, etc. Où t'en es au niveau de l'objectif, du coup, de la collecte? Eh ben, le Ulule, c'est parce que j'ai toujours voulu faire un Ulule, enfin depuis que ça a commencé. J'avais même fait à l'époque, mais c'était quand je bossais pour Canal, on s'était retrouvés à aller dans les locaux de Ulule pour faire un reportage sur Ulule. Donc j'avais appris beaucoup de choses sur la boîte, et j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Je me suis dit, le jour où j'aurai un projet de BD, ça m'intéresserait de le faire, et avec eux. Et l'avantage de Ulule, enfin, j'ai aucun piston avec Ulule, hein, c'est juste je les ai rencontrés, du coup ça m'a vachement intéressé, j'ai pris plein d'infos, mais il n'y a pas de traitement de faveur, et j'aimerais bien, mais il n'y a pas. Mais ce que j'aime bien avec le Ulule, c'est le côté où alors c'est un peu plus de boulot, mais tu es ton propre éditeur, donc tu fais vraiment ce que tu veux. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu geek tu peux faire des contreparties que tu veux. Enfin, déjà, tu peux faire des contreparties. Et comme j'ai gardé quelques contacts avec des dessinateurs et avec donc qui sont des amis, c'était aussi une façon de bosser avec eux, et donc je trouve que c'était chouette d'avoir voilà, Stéphane Roux, Chris Malgrin, Joffo, Dialowski, Villarubia qui participent, et donc c'est assez trippant à faire. Et du coup là c'est pour donc l'édition française, tu l'as fait donc par vous-même. Ouais. Et si jamais ça marche assez bien, ou je sais pas, est-ce que si jamais un éditeur t'appelle, tu serais partant pour faire ça sur l'édition plus classique, j'ai envie de dire? Complètement. L'idée, c'est aussi ensuite de l'envoyer à des éditeurs américains. Il y en a qui sont intéressés. Il y a notamment Boom Studio qui avait bien aimé le scénario. Mais l'idée, ça serait ensuite de leur envoyer pour une version américaine. L'idée étant parce que moi je fais ça comme un hobby, enfin j'y mets évidemment une partie de ce que je gagne,
pour le financer, mais enfin je peux le faire, donc c'est un luxe que je m'offre, mais le dessinateur Natalio, c'est son gagne-pain, il n'en a pas d'autre, donc il a un petit peu payé sur ce projet, mais c'est pas il faut que je continue de lui fournir du boulot, en gros, et parce que la situation économique enfin, la situation en Argentine est catastrophique, même si on n'en parle pas. Par exemple, en fait, ils ont des coupures d'électricité. Là, pendant 2 heures, il n'y avait plus d'électricité chez lui. Ce matin, il a dû arrêter de bosser. Enfin, il ne pouvait plus rien faire. C'est arrêté encore il y a 3 jours. Et donc, voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir le faire travailler. Donc, parce que lui, il a besoin de gagner sa vie avec ça. Et donc, l'idéal, ça serait 2 choses. Un, de pouvoir continuer à proposer des choses Ulule en le payant, en continuant de le payer, puis en le payant un peu mieux. Et puis, deuxièmement, effectivement, de voir dans un deuxième temps pour une édition américaine où c'est ce qui lui permettrait de toucher un salaire, enfin un deuxième salaire, on va dire. Ok, et donc voilà, du coup sur les objectifs de la collecte, alors moi je notais ce matin, j'ai l'impression que ça a changé, mais j'ai noté ce matin 4 375 € réunis, 125% atteints. Du coup, ça a évolué encore alors. Ça a augmenté, je crois qu'on est à 100. Parce que j'avais l'air de... Ouais, t'as l'air de préparer le 150, enfin tu prépares le 150. Là on a lancé le 150, ouais, on aimerait bien. On n'est pas si loin quoi. On est à 100. Et il reste. Je sais plus ce que se dit. 4485, voilà, quand même. Hein, ça fait son bonhomme de chemin, c'est super. En tout cas, déjà, ce qui est cool, c'est que c'est un succès, puisque on a atteint, le 100% est atteint, quoi. Il reste encore 19 jours, alors 18 jours, moi je suis ce matin, du coup, ça s'est mis à jour. Mais ouais, il reste 18 jours, du coup, 125 contributions, c'est quand même énorme. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès ? Est-ce que tu t'attends, enfin, comment tu ressens toi le succès du coup de ce projet ? Je l'espérais. En fait, j'ai mis un objectif assez bas volontairement par rapport à ce que ça coûte vraiment de faire un épisode, parce que je voulais vraiment être sûr de le faire. Donc je préférais mettre un objectif un peu bas plutôt que l'objectif réel. Et d'être éventuellement déçu. Mais donc, en vrai, pour financer un épisode comme ça, c'est un peu plus, c'est beaucoup plus. Mais il faut aussi être réaliste. C'est un projet de comics. Il y a pas, malheureusement en France, il n'y a pas beaucoup de lecteurs de comics, pardon. Et qui plus est, il y a un marché qui est saturé. Je ne parle même pas de Marvel et DC, mais là, tous les titres que vous avez cités, les Dissender, Ascender, enfin, il y a des trucs de très grande qualité avec des auteurs. Jeff Lemire, c'est une star, avec des auteurs très connus, des dessinateurs très très connus. Et Natalio et moi, on arrive dans cet énorme bac à sable et avec des personnages qu'on a créés, qui ne sont pas connus, donc nous-mêmes, on n'est personne. Et donc, c'est assez génial d'avoir autant de soutien. Par rapport au fait que les gens préfèrent acheter à la base n'importe quel Spider-Man, Batman. Ouais, après j'ai l'impression qu'il y a pas mal de petits éditeurs. Tout à l'heure, je parlais de Réflexion, qui va être chez Paris Manga. Pas énorme éditeur, qui a pas forcément des grands noms. Alors parfois ils en ont quand même quelques-uns, mais il y a des petits trucs. Là, ils avaient fait un truc. Comment ça s'appelait ? Howard Lovecraft, par exemple. Tu vois, c'est un petit titre, c'est pas quelque chose d'ultra connu, et ça peut faire reconnaître des gens aussi. Et j'ai l'impression que le comics, oui, c'est de niche, mais par contre, c'est des vrais fidèles, et c'est des gens qui veulent découvrir, qui veulent pas forcément rester que sur le mainstream, quoi. Donc je pense qu'en vrai, tout le monde a sa chance en France comme ailleurs. Enfin, en tout cas, le public français a l'air de s'y intéresser, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est pas faux. Après, il faut que l'essai soit transformé. C'est-à-dire que si il faut vraiment qu'il y ait suffisamment de lecteurs pour le premier épisode, même s'il peut se lire j'ai fait gaffe à ce que ce qu'on a écrit, ce qu'on a fait sur les 22 pages, ça fasse une histoire complète, mais enfin qu'on ne soit pas sur un cliffhanger
il y a des petites choses qu'on a envie d'avoir la suite, mais ça peut suffire à lui-même. Et mais voilà, il faudrait suffisamment de soutien sur le premier pour que ça puisse faire une base de lecteurs pour la suite, tout en sachant que sur une première campagne Ulule, tu as quand même beaucoup qui sont tes amis, des proches qui veulent te soutenir pour un premier projet, mais ça va pas forcément être des lecteurs pour la suite. C'est-à-dire les gens vont te suivre sur un premier projet, mais pas sur un deuxième. Donc là, tout le but du jeu maintenant, c'est d'arriver à faire suffisamment connaître, ou en tout cas de donner suffisamment envie aux gens de découvrir ce premier numéro pour que si ça leur plaise, ils reviennent pour d'autres. Ouais, Alors après, je pense qu'on est quand même beaucoup dans le même cas que moi. J'ai une maladie. Si je commence quelque chose que j'aime ou pas, je suis obligé de le terminer. Ouais. Et je pense que je suis pas seul. Donc C'est vrai que franchement, si tu as une bonne base au début et que la moitié a la même maladie que moi, vous devriez vous en sortir. Ouais. Il y a un monde où ça passe. C'est vrai que même moi, ça me trigger, tu vois, quand tu as genre 1, 2, et tu sais qu'il y a 3, 4, 5 derrière. Attends, je vais les avoir parce que je peux rester comme ça. Ça se voit, c'est pas complet là. Personne ne saura, tu sais qu'il manque le 3, 4, 5. Mais toi, tu le sais et juste ça suffit, quoi. Non, il me faut le reste. C'est nul, c'est pas grave, il me faut le reste. Non, mais en tout cas, c'est cool de voir le soutien que vous avez. Ouais, Captain? Enfin, quand même, je te souhaite que les gens achètent la suite, non pas parce que c'est les triggers de pas avoir la suite, mais parce qu'ils aiment vraiment, quand même. En effet. Je peux dire, ouais, moi j'ai eu du succès parce que les gens, ça les a tellement trigger de pas avoir la collection qu'ils ont acheté, ils disaient c'est de la merde, mais ils ont acheté. Ce serait pas cool quand même. Non. Je suis sûr que ça va marcher parce que c'est quali et c'est fait avec le cœur. Et tu parlais du coup du financement, tu disais que en fait tu as mis un objectif bas parce que tu sais que voilà ça coûte plus, etc. En gros, si j'ai bien compris, du coup, tu l'as cofinancé avec du coup une association que tu as créée qui s'appelle Dante Comics, du coup. C'est quoi exactement l'association? Quel est son rôle? Ça part de quoi au final? Est-ce que c'est juste pour ce comics en espérant avoir de la suite, ou est-ce qu'il y a d'autres trucs derrière? L'idée c'était non, il y a d'autres projets derrière, mais ça va vraiment dépendre du succès de la campagne. C'est-à-dire que si la campagne arrive, on est à 125, mais si on arrive pile poil à l'équilibre, à l'équilibre en dehors de ce que moi j'ai mis de ma poche et qui de toute façon est prévu pour la BD, c'est vrai que si on arrive pile poil à ça, ça va être compliqué de se dire on va pouvoir refaire un projet sur Ulule, parce que autant je peux financer un petit peu, mais je peux pas mettre la moitié, mais je peux pas. Voilà, c'est ça. Et le but de l'association, c'est juste de se dire que ou par les dons, ou par les campagnes Ulule, en fait, tout l'argent qui rentre sert à payer les projets, les comics et le ou les dessinateurs. C'est vraiment dans là. Moi, vu que je fais partie de l'association, évidemment, il est hors de question que je me paye, même en tant que scénariste. Donc l'argent va vraiment dans ce qui est fabriqué et aussi pour j'aime pas dire aider, mais pour rémunérer le dessinateur dont c'est le métier et qui a vraiment besoin de ça pour vivre, quoi. Il n'a pas la chance, comme moi, d'avoir un autre job qui permet. C'est ultra salutaire, bravo à toi pour tout ça, c'est vraiment super. En tout cas, n'hésitez pas du coup dans le chat à aller soutenir le projet sur Ulule, ça en vaut vraiment la peine. Vraiment, déjà, vous êtes sûr que ça va voir le jour, hein. Maintenant, il faut continuer à faire monter pour voir la suite, parce que vous allez arriver à la fin, vous allez dire ok, mais what's next? Voilà, si vous mettez pas les euros, les gars, on n'aura jamais la suite. Donc il faut y aller, hein. Alors l'histoire peut se terminer comme ça, mais elle est beaucoup plus développée si on peut avoir la suite. Ça va beaucoup plus loin que ça, et ça serait chouette. Ouais. Je sais qu'il se cache un truc derrière dans le numéro 2. On le sait. On va aller. Il faut la suite. J'ai essayé de faire, et j'en parlais hier, mais ce que j'ai essayé de faire, c'est que comme je suis un vieux lecteur, donc il lisait les Strange avec les Hobgoblins et les Super Bouffons et tout ça, et j'aimais bien moi les histoires où tu avais une histoire longue sur plusieurs épisodes, mais chaque épisode avait déjà quelque chose de satisfaisant et
et avec un début, un milieu, une fin. J'ai absolument, malgré tout le talent qu'il a, j'ai absolument détesté une bonne partie du travail de Bendis chez Marvel, parce que ça me saoulait d'acheter un comics et de devoir en lire 6 pour avoir un début d'histoire. Même avec tout le talent qu'il a, c'est juste, surtout vu le prix des comics, c'est un peu chiant de lire 22 pages et de se dire merde, en fait, ça se lit en 5 minutes. Ouais, ça peut être frustrant, ça, je comprends totalement. Mais bon, en tout cas, franchement, félicitations à toi pour tout ça. C'est vraiment. Merci, et j'en profite si. Encore une fois, ça fait un peu cooptation, mais pour te remercier, parce que comme je suis une quiche en informatique, en ordinateur et tout ça, comme vous avez pu le voir quand on a essayé de brancher ne serait-ce que la webcam, et ben je te remercie parce que voilà, c'est toi qui a fait la titra de Héritage, qui a fait le logo de Dante Comics et qui a fait toute la mise en, enfin c'est pas une mise en page, la création des cartes, cartes de collection, cartes, effectivement. Et qui vont être très très classe. Donc je te remercie beaucoup pour ton aide. Et j'ai hâte de voir ça, je ne te mens pas. Le petit coquin, il s'était caché de nous le dire, ça. Il nous l'avait pas. Voilà, moi. Coquinou, oh là là. Moi, je suis pas là pour faire ma promotion à moi. Hein. Je ne fais qu'aider. Voilà, je ne fais qu'aider les gens qui méritent mon aide. Merci beaucoup, voilà, parce que voilà, c'est ce qui permet d'avoir quelque chose qui a de la gueule et qui fera pas, et qui fait pas du tout amateur. Donc c'est chouette. Déjà, le peu de planches qu'on a vu, ça fait pas amateur. Hein. C'est quand même clairement, loin d'être dégueulasse. Ouais, Natalio assure. Et les prochaines planches sont vraiment mortelles. Mais d'ailleurs, moi j'avais une question sur ça. Aussi bien toi en tant que scénariste que lui, parce que ça m'intéresse aussi son point de vue à lui. C'est quoi vos inspirations du coup? Parce que lui, je trouve qu'il a un petit côté Romita, parfois, je trouve, dans les traits. Il a un petit côté Romita, il aime beaucoup Romita, il aime beaucoup Stuart Immonen. Il a un petit côté Immonen sur pas mal de choses. Il aime beaucoup Silvestri, ce qui tombe bien, parce que j'adore Silvestri. Surtout, voilà. Mais curieusement, j'adore ce que faisait Silvestri à ses débuts, enfin même jusqu'à Darkness. Mais la dernière émission, je parlais de Darkness justement, parce que j'aime beaucoup Silvestri aussi. Ouais. Mais je suis moins fan de ce qu'il a fait quand il a repris les X-Men, là, qu'il y avait eu un truc, je sais plus qui l'avait scénarisé, et où il a fait c'était flagrant sur son Wolverine qui devenait une sorte effectivement de Hugh Jackman super beau gosse, alors que quand il dessinait Wolverine au début, c'était un petit gars trapu, poilu, et qui était Wolverine, enfin pour moi. Et je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de... Et c'est marrant, c'est vraiment un dessinateur que j'ai vu évoluer, mais pas forcément dans le bon sens, enfin en tout cas pas dans le sens que moi j'aime. Contrairement à Jim Lee, qui je trouve qui a fait des trucs de mieux en mieux, de plus en plus intéressants. Je me souviens notamment quand il était sur Hush, sur le Batman, les pages en noir et blanc, enfin pas en noir et blanc, mais je sais plus en quoi c'était. En monochrome, non, un peu. En monochrome, pour les flashbacks étaient vraiment sublimes. C'était un autre style, c'était un peu le même style que Nguyen, je pense, que sur Descender. Et lui, je trouve c'est l'inverse. Après, mon grand chouchou, par contre, c'est Liefeld, qui lui n'a pas évolué du tout. Jamais. C'est assez impressionnant, ça. C'est incroyable de pas du tout évoluer. Mais ouais, voilà. Donc plutôt Silvestri des années 80, Romita, pareil. Pareil, les Romita, bon, ça va encore faire vieux con, mais les Iron Man de Romita étaient incroyables. Incroyable avec le mandarin et tout ça. Enfin, c'était... J'aime bien les Spider-Man de Romita. Les derniers, je suis moins fan. Mais pas forcément les derniers, mais vraiment à l'époque, tu vois, avec encore la petite toile là, c'était incroyable. Mais c'est Iron Man à l'époque, enfin, du mandarin, tu avais vraiment l'impression que c'était une armure, qu'il avait une armure, le gars. Tu sentais le côté très massif et il était très fort, je trouve, pour ça. Et toi, du coup, sur les scénarios, qu'est-ce qui il y a quelque chose qui t'inspire plus qu'autre chose, ou non, tu te laisses aller vraiment toi-même comme ça? Ah ouais, vraiment. En fait, je pars de... souvent, c'est... j'ai la fin. et parfois, j'ai la fin et le début.
et puis je me dis comment est-ce que je vais faire pour aller du début à Cherche la le fin. chemin. Voilà. C'est souvent ça le plus compliqué. Mais j'essaye de partir en tout cas d'avoir une fin intéressante. Il y a, par exemple, si je peux me permettre de critiquer, Descender, j'ai adoré. Et sauf la résolution. La toute fin, je me suis dit, Ah ouais, ok. ouais, parce que dans le sens où c'était assez, la résolution elle était propre et tout ça, mais elle était très classique et elle m'a pas, Un peu téléphoné. et elle m'a pas surprise, alors que tout le reste, à chaque fois, je disais, waouh, il part là, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Et je trouve que c'est toujours ça qui est compliqué. Alors où t'as un talent monstrueux et en fait, ce qui est important, c'est pas forcément l'arrivée, c'est le voyage, c'est-à-dire que juste tu te fais emmener et finalement la fin tu t'en fous, ce qui est un peu le cas par exemple le Mayer, il écrit vraiment bien, Kirkman aussi, et donc mais quand t'as pas ce niveau-là, tu te mets plus de pas de défi, mais tu dis bon, faut vraiment que j'ai une très très bonne. Tu te mets une pression, quoi. Ouais. Bah oui, mais faut compenser, quoi. Faut compenser, voilà. Tu te dis si j'ai pas forcément du talent d'écriture ou de dialogue, faut vraiment que je défonce avec une histoire originale. Ouais, c'est compliqué. Moi qui est pareil, plein d'idées en tête, etc. J'ai des choses et j'ai du mal à les coucher sur papier. Bon, on en avait déjà parlé, hein, c'est pour ça d'ailleurs à la base que je t'avais contacté, je crois, la première fois. Ouais. Et c'est vrai que c'est difficile en fait quand t'as quelque chose et tu dis ah ouais, ok, et que t'essayes après de poser les choses et t'as tout qui se mélange, t'arrives pas à aligner ce qui va bien et ensemble et tu reprends le truc, tu recommences. Ça m'est arrivé, en gros, j'ai des projets. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille aussi de mon côté, sur des petits. J'aimerais bien écrire des comics, et donc j'ai beaucoup d'idées. j'en ai beaucoup que j'ai reprises. J'ai commencé, j'ai dit ah non, en fait ça, du coup, je vais faire ça plutôt comme ça. Et du coup, tu retouches les trucs, et ton idée de base, en fait, elle est complètement transformée. Et je pense que après, en fait, c'est peut-être que chacun aussi sa manière de faire. Après. Moi, par exemple, je pense comme toi un peu, Mathieu, t'as pas forcément eu de cours en fait d'écriture ou quoi. Moi, le français, par exemple, à l'école, j'étais pas toujours dingue complètement de français. Et donc, du coup, je pense que chacun développe un peu sa manière de travailler et ça vient au sentiment en fait. C'est plutôt au sentiment, à l'émotion en fait que tout ça se travaille, je pense. Après, t'as des petites choses techniques. Moi, j'avais eu quelques cours de scénario quand j'étais en école de cinéma. Et donc, tu as vraiment des choses de rythme, en fait, qui sont importantes, mais que tu peux aussi trouver toi-même juste qu'en regardant des films et en lisant des BD, tu vois bien ce qui te plaît et pourquoi ça te plaît. Et après, je vais juste décortiquer ça. Mais par contre, faut que tu écrives. Il faut les écrire et puis tu changes 15 fois. Moi, si je regarde, je vous montre pas mon bureau sur l'ordinateur. De toute façon, je sais pas le faire, je pourrais pas retourner le truc. Mais c'est un bordel sans nom, quoi. En plus, comme je suis pas je range pas bien mes trucs. J'ai 20 versions d'un scénario des petits bouts par-ci par-là. Heureusement qu'il y a les dates, comme ça, j'arrive à savoir à peu près quelle est la dernière. Mais c'est ouais, tu passes ton temps en fait à écrire, à changer d'idée, à remodifier, à corriger, à revenir dessus. Je crois pas du tout au mec qui va écrire un truc du début à la fin comme ça d'une traite. Tu vois, je pense pas que ça existe, mais si, tu dois avoir des mecs comme Musso ou Marc Lévy, tu vois, mais du coup. Mais c'est plus qu'ils reproduisent la même formule ad vitam aeternam à chaque fois. Ouais. Ils ont leur liste d'ingrédients et ils le font par cœur comme ça parce que c'est automatique, quoi. Ouais. Je n'osais pas le dire, ils mettent ça dans un shaker. C'est comme la machine à écrire des scénarios de Luc Besson, je sais pas si vous vous souvenez. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais. De Mosinor. Et donc, non, il y a forcément du travail et de la réécriture. Alors effectivement, ceux qui ont l'habitude, et puis surtout, ça dépend aussi si tu as des deadlines. Tu vois, quand tu es scénariste chez Marvel ou DC, faut les produire, tes scénarios. Donc, je pense que là, pour le coup, si tu as une espèce de méthode ou d'espèce d'ingrédients que tu vas pouvoir injecter, c'est certain. Mais on peut comprendre que parfois, ça ne soit pas très qualitatif, du coup. Voilà, il travaille un peu dans la précipitation. Ouais.
Mais, Ces dernières années, c'est compliqué, voilà, on va pas se mentir. mais après, En c'est tout aussi, cas, c'est aussi un peu la faute des éditeurs parce que avant, tu avais un run et puis ils prévoyaient des fill-in et des choses comme ça pour avoir justement le temps. Et là, maintenant, tu as l'impression qu'ils ont tout complètement doit dérouler. oublié qu'ils avaient un épisode qui sortait tous les mois. Et du coup, ils se Ouais. retrouvent dans le rush et tout le monde se retrouve à speeder. Ils se disent, c'est complètement bizarre. C'est quand même des trucs, quand tu es sur un truc comme Batman, Superman ou Spider-Man, c'est quand même des events où ils font des espèces Des de réunions une fois crossovers. par an. Ouais. Et donc, ils planifient sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans l'histoire. Tu te dis, mais comment est-ce qu'ils font pour être dans le speed et qu'ils soient à la bourre et qu'il y ait des retards et comment ils font pour pas prévoir au moins de temps en temps des épisodes de respiration. Et encore, tu dis une fois par an, dernièrement, que ce soit chez Marvel ou chez DC, on est sur 2 events l'année au moins. Hein. Vraiment, genre, il se passe des trucs. Souvent, c'est un personnage qui prend un peu le dessus, qui du coup va avoir son propre event, qui ramène tout le monde. En dehors de ça, après, tu vas avoir le méga event qui ramène. Enfin, oui, c'est complètement fou. Je sais pas comment ils font, mais c'est vrai qu'avant, ça ressemblait pas du tout à ça. Mais ça me rappelle un peu le système des séries en fait, où à la base les séries, on avait une intrigue, on avait un fil rouge qui nous tenait comme ça sur toute la saison, et puis on avait ce truc et on avait des épisodes un peu filler du coup qui étaient là, qui remplissaient un petit peu, vous savez les trucs d'enquête par exemple, New York Police Judiciaire, tout ça, c'est des enquêtes, tu regardes les trucs, t'as une enquête, puis t'as un petit filler qui continue à faire son bout de chemin au fur et à mesure. Et avant c'était un peu ça aussi le comics. Et aujourd'hui, on est plus, sauf pour les one-shots bien entendu, mais aujourd'hui, on est plus arrivé sur un truc en mode non, on est toujours dans la même histoire tout le temps, et on tabasse avec ce truc-là. Hop, un petit event, alors on fait une petite pause de 3 numéros, puis hop, on repart et on retabasse. Et du coup, effectivement, les gens n'ont pas le temps de se reposer. Et ça arrive de plus en plus d'avoir aussi des dessinateurs, parce que c'est eux qui sont un peu plus dans le jus, des dessinateurs qui changent en fait de numéro en numéro. On n'a pas les mêmes dessinateurs parce qu'il y a tellement de pression et le travail est tellement dur. C'est assez injuste parce que moi, à chaque fois qu'un titre était en retard ou que le dessin était rushé ou choses comme ça, je me disais putain, c'est le dessinateur en fait qui a merdé. Et en fait, pas forcément. C'est qu'ils peuvent avoir le scénario très 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 tard. Les grands classiques, c'était par exemple quand c'était avec Kevin Smith qui écrivait je crois que c'était le Spider-Man, il avait fait aussi un Daredevil. Clairement, c'était pas le dessinateur qui était à la traîne, c'est juste que qu'il n'avait pas le scénario. Mais ça, c'est un truc pareil, c'est un problème d'éditeur parce que quand tu fais une mini-série, comment dans ta tête tu peux te dire je vais lancer la publication du premier épisode alors que j'ai pas récupéré les scénarios, au moins les scénarios des 5 épisodes. Quand tu sais que ça sort tous les mois, tu sors le numéro 1 et que déjà tu sais que t'as pas le scénario du 4. Déjà tu sais que t'es dans le jeu. Et quand tu as une mini-série, t'as pas d'impératif, tu peux la sortir au mois de janvier comme tu peux commencer à la sortir en avril, ça va rien changer. Donc clair. c'est un petit peu dommage. Et du coup, je pense que ça aussi, ça a fait fuir, enfin peut-être pas fuir, mais ça a dû agacer certains lecteurs qui ont dû se mettre sur d'autres produits, et peut-être aussi manga, je ne sais pas, parce qu'il y en avait marre d'attendre. Moi, je me souviens du Spider-Man de Kevin Smith, je crois que c'était Dodson qui dessinait, et je crois que ça a mis 8 mois ou 9 mois avant d'avoir le dernier épisode. Battle Chaser, je crois qu'il n'y a jamais eu le dernier épisode, ou il est arrivé 15 ans plus tard. Le truc de Madureira. Enfin, c'est vrai que c'est un peu agaçant quand tu commences une série et que t'es pas sûr d'avoir la fin. Un peu comme ce qui se passe en ce moment là avec Westworld et d'autres choses. Ah oui, m'en parle pas. Je sais, ça, c'est très douloureux ce que tu viens de ressortir. Pardon. Mais du coup, il y a des gens qui vont pas, comme pour une série télé ou comme pour les BD franco-belges, c'est ça, qui vont pas commencer une série au numéro 1 parce qu'ils se disent si ça se trouve il y aura pas la suite. Et donc ils disent on va attendre qu'il y ait plusieurs épisodes qui soient sortis. Sauf qu'il y a un effet pervers parce que si le numéro 1 se vend pas, les éditeurs il va pas lancer le numéro 2. Et enfin il y a une espèce de cercle vicieux. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, c'était un réel plaisir de parler de tout ça avec toi. Du coup, on s'est un peu tendu sur d'autres sujets. Oui, pardon. Mais non, au contraire, c'était bien cool. Nous, tu sais, on est un peu comme ça ici, donc ça le fait très bien. Je remets un peu le lien dans le chat. N'hésitez pas du coup à aller voir le projet, du coup, le financement participatif, je vais y arriver, sur Ulule du coup de Héritage. Donnez-nous des sous. Ce soir. Et allez-y payer. On veut le numéro 2, donc allez-y, mettez l'argent, s'il vous plaît, si vous voulez. Vous ne le savez pas encore.
Vous le savez pas encore, mais quand vous allez aller sur le projet, vous allez voir, vous allez dire waouh, c'est pas mal. Et après, du coup, vous allez mettre quelques euros. Quand vous aurez votre numéro, vous allez le lire. Vous allez dire mais putain, mais ça c'était vraiment une bonne reco. Putain, la Comic-Con, ils ont bien fait de nous dire de faire ça. Voilà, vous faites confiance, faites-moi confiance, tout va bien se passer. Allez-y. On va passer à la suite de notre émission. On va faire quelques recos, coups de cœur les amis, avant de clôturer. On y va. Et la section des recos et coups de cœur, les recommandations de Comic-Con de l'équipe. Je vais commencer par Captain parce que je crois qu'il est chaud là. Il en peut plus depuis tout à l'heure et je vois il transpire. Il est bouillonnant. Et là je sens qu'il a envie. Là. Il était fatigué, il ne l'est plus. Il est là, il est de retour. Eh bien, je vais vous parler d'une BD. Franchement, c'est un hasard total que je sois tombé dessus. C'était mon anniversaire en mai 2005. J'étais en 3e et 2 potes à moi, elles m'avaient offert les 2 premiers tomes d'une BD française ou j'avoue, je sais pas si c'est belge. Enfin, c'est l'édition Soleil. Et cette BD, il s'agit de Sloka. Et Sloka, c'est vraiment sorti comme ça de nulle part. Alors, le premier tome, il date de 2001. Ensuite, c'est 2004, puis 2005 direct, le tome 2 et 3. Et j'ai mis un petit lien pour une des plus jolies couvertures, je trouve. C'était vraiment le tome 3. En fait, je sais que ça peut sembler assez classique dans la BD. Excusez-moi, en même temps, je me bats avec un démon qui essaie de me déchirer le câble. Ça peut sembler assez classique maintenant de voir ça, mais moi, ça m'avait vraiment choqué à l'époque. C'était cette manière d'utiliser les couleurs pour donner l'impression de luminosité. Cette manière dont le soleil a l'impression de vraiment être... il brille, quoi, alors que c'est juste de la couleur. Je sais pas comment expliquer, moi, ça m'avait fasciné. Et donc ce sont les éditions Soleil qui sont assez connues. Et donc Godridge, lui, c'était son premier scénario. Par contre, Floch, ce qui a été problématique, et ce qui rejoint un peu ce qu'on disait à l'instant sur le fait que maintenant les gens ils ont peur d'acheter une BD dès le début parce que c'est pas la suite des tomes, tout ça. Sloka m'a fait beaucoup aimer les éditions Soleil, mais ça m'a aussi instauré cette peur-là parce que le tome 3, justement, j'ai pu me l'acheter directement parce qu'en fait il est sorti juste avant mon anniversaire, donc comme j'ai aimé les 2 premiers, j'ai pris le 3e. Et ça se finissait sur un cliffhanger pour attendre la suite et fin du premier cycle. Enfin, ça devait être la suite et fin tout court à l'époque, qui n'est arrivé qu'en 2010. Donc, 5 ans après, parce que le problème, c'est qu'en 2005, qu'est-ce qui est sorti aussi du dessinateur Floch c'est tout simplement Les Naufragés d'Ithaque. Et Les Naufragés d'Ithaque a eu beaucoup plus de succès que Sloka. Ça a été vraiment... c'était pas non plus à la hauteur de Landfeus 2-3, mais Les Naufragés d'Ithaque a vraiment beaucoup fonctionné. Donc forcément, Floch était pris par ça. Il devait sortir un tome par an. Donc forcément, Sloka a été délaissé. Et le tome 4, au final, c'est une autre personne qui a dessiné à partir du tome 4. C'est Céleste. Je ne sais pas si on dit Céleste ou Cell, mais il y a un S à la fin. Qui a donc repris le dessin. Et au final, ça a été la fin d'un premier cycle. Et puis après, il y a eu un deuxième cycle. Et je crois que c'est encore en cours. Il y a 11 tomes. Mais moi, je préférais m'arrêter à la fin du premier cycle. C'était une très belle fin. Donc, pour en arriver ensuite, qu'est-ce que donc Sloka c'est l'histoire de 2 jeunes militaires. C'est un peu comme le début de Sillage. Je ne sais pas si vous avez connu Sillage comme BD, mais voilà, c'est 2 jeunes militaires qui s'écrasent avec leur aéronef sur une île perdue que personne ne connaît dans leur monde, personne ne connaît encore, elle n'est pas cartographiée. Et sur cette île, il y a une civilisation un peu qui n'a pas évolué avec le reste du monde, qui n'ont donc pas encore l'électricité, ce genre de choses. Et ils vont se lier d'amitié avec ces gens-là. C'est un peu un côté Pocahontas. Il va être lié avec une nana, Leji, le héros. Sloka va se lier d'amour avec une nana. Sauf qu'en fait, leur propre pays, qui est en guerre avec un autre empire, va trouver cette île. Et ils ont des plans pour cette île parce qu'en fait, il y a sur cette île une sorte d'arcane lié à des anciens dieux de religion païenne, tout ça. Et donc, quand ils vont attaquer l'île, leur propre armée, ils vont détruire cet arcane et les morceaux vont s'incruster en Sloka et en sa compagne Legill. Et c'est là que va tout reposer toute l'histoire, c'est que le pays veut utiliser la puissance de cet arcane. Ils vont capturer Legill, ils n'auront pas Sloka. Et là où il y aura un côté un peu plus tragédie, c'est que pour que finalement l'artefact fonctionne, il ne peut y en avoir qu'un seul réceptacle. Donc voilà, ce sera c'est franchement assez épique et c'est ce que j'aime bien dans la SF. C'est une SF qui est haletante. Il y a que le début où ça va se poser, ça va poser un contexte. On va apprendre un peu. Quand ils vont discuter avec les gens de l'île, apprendre à les connaître, on va en même temps poser le contexte du monde. Mais une fois que ça va partir, que l'île est attaquée, on ne s'arrête pas avant la fin du 4e tome. C'est un rythme effréné. C'est ce genre de de SF à l'abordage ou enfin pas à l'abordage, à la espace bordage, Pierre Bordage. Ce genre de SF où ça s'enchaîne toujours plus. C'est comme Terre Amateur. Je ne sais pas si vous avez lu ce roman-là, mais
à partir du moment où le héros, il va lui arriver des quiproquos, je sais pas comment expliquer. Il va lui arriver des merdes et ça va juste être un engrenage qui fait que en s'enfuyant d'une merde, il va tomber dans la merde numéro 2 et en s'enfuyant de cette merde-là et ainsi de suite. Et c'est moins de la résolution que de la fuite en avant effrénée jusqu'à la résolution finale en quelque sorte. Et ça, Il c'est vraiment snowball, comme qui dirait, quoi. c'est ça. Et moi, c'est la SF que j'aime beaucoup quand les gens, ils sont pas forcément, ils sont membres d'empire ou quoi, mais on n'a pas forcément les dirigeants, on n'a pas les grands puissants, les grands héros, on a des gens un peu plus communs, mais qui vont se retrouver liés à tout ça sur fond de guerre plus mondiale. Mais c'est pas le but en elle-même de l'intrigue, la guerre mondiale. C'est un fond de toile pour ce héros qui part de pays en pays, qui se retrouve vraiment, et il va faire des rencontres assez chouettes. Les personnages sont très bien écrits. Vraiment, c'est une BD que j'aime encore tellement aujourd'hui. C'est vraiment très chouette. C'est pas forcément manichéen. Et puis le dessin est très propre. C'est vraiment le dessin à la Soleil, à la Lanfeuse de Troie, des étoiles. C'est à la Naufrage d'Ithaque. C'est ce genre de dessin que j'aime beaucoup, qui est très particulier par chez nous. Ouais, mais c'est impressionnant, je trouve, parce que tu disais quoi, il y avait 11 tomes. Je n'ai jamais entendu parler. Genre, vraiment, j'ai jamais vu la cover. C'est un truc de fou. Parce que tu sais, en général, t'entends parler, même la BD, quand tu lis des comics, tout ça, tu les vois, les BD, enfin, tu passes devant. Même si tu t'arrêtes pas pour regarder toutes les BD du rayon, t'en as quand même. Et donc, voir un truc qui a quand même 11 tomes, c'est qu'il y a un certain succès, un minimum, et que ça continue. Et du coup, je suis en mode ah ouais, ok, je ne savais pas que ça existait, quoi. Je ne connaissais pas. Et en tout cas, visuellement, on a vu les covers un peu défiler là. C'est très beau, je trouve. C'est très joli. Il y a de belles idées dans les conceptions des couvertures, en tout cas. Ça a l'air cool. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Vous avez un truc à en dire? Vous avez lu ou? Je connaissais pas non plus. Je connaissais pas, mais c'est bien présenté, ça donne envie. Ouais, pareil. Non, mais c'est vrai qu'en plus, moi, j'adore les travails sur la lumière, et t'en as plutôt bien parlé au début en introduction, et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, justement, ce travail-là. Donc, moi, visuellement, ça a l'air vraiment incroyable. Alors que moi, le travail sur la lumière, je m'en contrefous. Oui, bien sûr, évidemment. Ah oui, on s'en serait douté, oui. On y croit. Non, mais ouais, et puis c'est vraiment cette BD qui m'a donné un premier amour de cette sorte de luminosité par la couleur. Je sais pas trop comment on appelle ça, moi je connais pas les techniques, Ouais. et qui m'a emmené ensuite à aimer dans un autre registre, et j'en parlerai plus en profondeur à une autre émission, mais les BD Clone Wars de Star Wars, où vraiment les sabres laser et les tirs de blaster, je vous jure, la lumière me flashait dans la tronche quand je lisais la BD le soir. Ah C'est ouais. vraiment, je lisais avec l'halogène, et juste à la lumière de l'halogène, j'avais l'impression que le sabre laser, il brillait devant mes yeux. Enfin, c'est juste de la couleur. C'était même pas encore l'époque Ah, où c'est c'était fort. ordinateur. Ouais, c'était pas encore des ordinateurs à l'époque trop. Il y avait encore ce côté à la main, et pourtant, je sais pas, c'est saisissant, je trouve. Moi, ça me plaît de ouf. Faudrait que je Et, regarde ça. Je sais pas la et, ref, là. ouais, et d'ailleurs, le tome 3, c'est la plus belle couve que je disais. Quand ils sont dans le monde blanc, il n'y a pas que les effets de lumière, il y a aussi les effets de buée quand ils parlent. Mais associé à l'effet de lumière, je vous jure, il y a une maîtrise du dessin chez Floch. C'est pour ça que j'étais déçu que ce soit plus lu ensuite et que ce soit Céleste, qui est très doux aussi. Hein. Franchement, c'était très propre. Mais Céleste, il y avait un côté un peu plus mangaisé. Je sais pas comment expliquer. Mais voilà. Cartoonesque. Ouais, un peu. Alors que les premiers étaient beaucoup plus réalistes à la First. Et vraiment, je vous jure, quand ils sont dans le froid et qu'il y a ce côté buée plus lumière, oh là là, on voyage. Ah, tu nous vends du rêve là, c'est une belle reco que tu nous fais là, c'est cool parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de comics et on parle peu de BD alors que voilà, c'est vraiment des cousins très proches donc écoute, c'est une belle reco là qu'on a là, n'hésitez pas si vous avez lu Sloka ou que ça vous intéresse du coup à vous faire de votre propre expérience sur le sujet, ça a l'air vraiment cool. Je pense que j'essaierai de jeter un œil à l'occasion parce que même à la librairie où je vais, parce que je suis vraiment très curieux, quoi, très curieux. Merci en tout cas, mon cher Captain, pour cette découverte. Geeks, est-ce que tu aurais une chose à nous parler? Ouais, alors moi j'ai lu quelques trucs sympas, beaucoup de Batman, notamment le book one de The Riddler dont on parlait dans la dernière émission. Je vais pas m'étendre dessus, c'était très court parce que c'est un petit tome, pareil, c'est en VO, c'est tout petit. C'est de la VO en plus. Voilà, donc c'est vraiment c'est le premier qui vient de sortir. Hein. J'ai beaucoup aimé, ça annonce du lourd. Faut aimer lire en VO. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'attendais de Paul Dano. C'est assez sympa. Il approfondit l'histoire du Riddler qu'on a vu dans le film. Et c'est quand même assez beau. Ça fait penser un peu à Bill Sienkiewicz, les dessins, alors que c'est Steven Subic. Mais j'aime beaucoup ce style voilà, un peu peint. Je trouve ça très beau.
J'ai lu aussi le Batman Infinite tome 4. Alors ça, je voulais un peu en parler parce que c'est Joshua Williamson et c'est plus James Tynion Force Ouais. qui est au scénario et c'est plus Tom Taylor mais George Molina que t'en parlais tout à l'heure au dessin. Et je peux vous dire que j'ai été assez surpris, agréablement surpris. Regarde, tu parlais de la lumière tout à l'heure. Voilà, J'avoue que prends dans tes yeux. Waouh. Oh, les feux d'artifice, géniaux. Putain, C'est je assez l'ai, je l'ai pas incroyable, encore ouais. ouvert, c'est ouf. Eh ben, vraiment, les premières ouais. pages, j'ai été subjugué. Visuellement, c'est incroyable. Je pensais pas que on pouvait faire aussi bien, surtout juste après Tom Taylor, qui est quand même un ponte. Donc là, Je trouve ça je trouve hyper ça beau fou, en quoi. mode genre dans la ruelle. Tu sais, il y a le côté un peu l'angle de l'image qui les prend un peu au-dessus, c'est un peu organique, comme si c'était comme si nous-mêmes on les observait. Et la page juste après, le gars il se retourne en mode genre, ouais, je sais pas, je me sens pas bien et tout. Je trouve que c'est hyper intelligemment fait le truc. Mais vraiment, les 20 premières pages sont assez incroyables. Après, ça se lisse un petit peu. On est un peu plus dans la nuit. Et voilà, donc il y a un peu moins ce jeu de lumière. Et voilà, le Batman, là, il est incroyable. Il est juste incroyable. Et même au niveau du scénario, alors, en fait, il y a eu une transition, puisque du coup, ils sont partis tous les deux chez Substack. Alors qu'ils étaient sur Batman, et du coup ça a été repris. Donc là en fait c'est un peu un tome de transition, mais moi je l'ai pas trouvé mauvais ce tome. Je n'ai pas vu forcément du bien quand j'ai fait quelques petites recherches dessus. Moi je l'ai lu, j'ai trouvé super cool, ça fait du bien justement une petite pause dans ce Batman Infinite qui est pas forcément, qui est un peu fouillis je trouve. Et j'espère que eux vont remettre les choses un petit peu plus carrées. Voilà, en tout cas il y a des vraiment belles planches. Et j'ai lu un Et dernier Batman. ouais, si je peux me permettre sur le Batman Infinite, Vas-y, en vas-y. fait, il y a un truc intéressant, en fait, c'est que là, Joshua Williamson, pardon, il devait faire la transition, en fait, entre ce qu'avait imposé Tynion Ford, du coup, sur son run, et sur la vision de Zdarsky, qui écrit Ouais. Batman à partir du 125, oui, c'est ça, je crois. Et donc, en fait, ce tome est vraiment un tome de transition, puisqu'a priori, le tome 5, du coup, va commencer le run de Zdarsky. Ouais, c'est ça. Et Et c'est là, peut-être on pour va ça du coup repartir que dans. voilà, ouais, c'est peut-être pour ça que c'est un petit C'est peu ça. voilà, différent C'est en pour ça que fait je dis de bien la que c'est suite. un peu de la transition, mais si ça va dans ce sens-là, dans ce sens d'écriture en tout cas, ça sera pas plus mal. Ok. Voilà. Et donc le dernier Batman dont je voulais parler, c'est le One Dark Knight, qui est donc celui de Jock. Jock est quand même assez connu aussi dans le milieu du comics. Ouais, ouais. Pas besoin de faire du spectaculaire avec lui, hein. Là, c'est une nuit, c'est une mission, elle est simple. Enfin, simple dans le sens, on va d'un point A à un point B. Il y a des belles planches assez bien travaillées, je trouve. On reconnaît bien sa patte avec un petit peu Ouais. ce côté peinture un peu tacheté. Il met des taches un peu comme ça partout. Je trouve Alors ça Joe, super pour cool. l'information, pour le chat, Joe qui est un des rares auteurs et dessinateurs. Il fait les deux. Hein, Ouais, là il fait les deux. Bah voilà, par exemple, là, on voit les petites taches par terre là au sol. Et bah ça, il y a plein de planches où il y a ces petites taches là, et je trouve ça super cool. Je sais pas pourquoi, en tout cas, moi ça me plaît. C'est bête, mais ça me plaît. Et j'ai pris du plaisir à le lire. Ça se lit vraiment rapidement. Et voilà, donc c'était mes trois petits Batman que j'ai lus cette semaine. Mais c'est pas vraiment Ok. ça dont je voulais parler en vrai, parce que c'était pas ma vraie reco. Si j'ai un peu de temps. Vas-y, ta vraie reco alors. Ma vraie reco, ça sort. Tout à l'heure, tu parlais de romans. Et ben là, on est dedans. C'est de l'indé, du coup, hein, évidemment. C'est un roman qui n'est pas forcément écrit par un mec très connu. Je pense pas que vous sachiez qui c'est, ce mec. C'est un mec qui a écrit Marche ou crève sous le pseudonyme de Richard Bachman. Il a aussi écrit Un tour sur le bolide ou les Tommy Knockers, Cujo, Carrie, Shining. Oui, Stephen King. Voilà, Stephen King. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle The Stand, donc le fléau en français, et Delcourt l'avait déjà édité, et là ils le refont en fait. Ils le rééditent. Il y a une série carrément avec Sean Astin, l'acteur qui fait Sam Gamgee dans Seigneur des Anneaux, non? Ah, c'est possible. Il y a eu une mini-série. Je sais qu'il y a eu une mini-série il y a une quinzaine d'années, ouais. Ok, bah là en tout Ça me cas, parle en aussi. comics, c'était sorti en 12 tomes, mais là Delcourt il les ressortent en 6. Donc c'est des tomes un petit peu plus épais. Là on en est au tome 4. Donc il est sorti hier le tome 4, je ne l'ai pas encore lu, là j'ai lu le tome 3.
C'est très très cool. J'adore. C'est scénarisé par Roberto Aguirre Sacasa. C'est très bien dessiné par Mike Perkins. Et on retrouve Laura Martin aux couleurs, que j'aime bien aussi, qui avait fait un petit peu de Black Panther d'ailleurs, qui était vraiment cool. Donc l'histoire, c'est comme souvent, hein, c'est un labo ultra top secret, énigmatique, qui fait de la merde. Et puis bah pouf, ça fait une super grippe qui tue des gens sur toute la planète. Bon, ça rappelle une période pas si lointaine et peut-être pas vraiment terminée jusque-là. Donc quand on le lit, j'avoue, on pense un peu à ça. Bon, chez Stephen, il y a quand même... il fait pas de concession, hein, donc tout le monde meurt, clairement. Il reste pas grand monde et c'est quelques survivants. Cette planche, elle est incroyable là, avec les gens pleins de morve. C'est folle. Je la trouve vraiment dingue. Et donc bref, il y a plein de gens enfin quelques personnes qui survivent. Et en fait, ils font tous le même rêve, à savoir, ils rêvent d'une vieille dame fort sympathique. Et ils veulent la retrouver parce qu'ils sentent qu'elle a le potentiel de les aider. Mais en même temps, ils font aussi des rêves sur un homme assez sombre qu'ils appellent l'homme noir, qui lui est totalement l'inverse. Il fout les chocottes, la frousse et pétoche. Et lui, il a des pouvoirs maléfiques. Donc on veut vraiment éviter ce type. On est clairement sur du post-apo, voire même de l'apo tout court finalement, puisqu'on voit tout le monde mourir au début. En tout cas sur les premiers chapitres, hein, voilà. Franchement, j'aime bien moi Stephen King de base. Et j'ai pas lu Le Fléau en roman, donc j'ai pas lu cette version-là. Donc je prends vraiment du plaisir à la lire en version comics. C'est marrant que tout à l'heure t'en parlais très, tu vois, parce que c'est exactement ça en fait. Je suis en train de lire un roman, mais version BD. Alors, Donc je trouve ça très cool. La fin risque de te décevoir, je ne dis rien. En fait, moi j'ai un peu peur, juste d'un truc, j'ai un peu peur que ça fasse, parce que je connais un petit peu Stephen King, parce que j'en ai quand même beaucoup lu, et là donc la petite vieille fort sympathique qui s'appelle Mère Abigail, j'ai juste un peu peur que ça parte en catho-protestant à la Stephen King, quoi. Ouais. Voilà, c'est un peu ça qui me... Voilà. Bon, pour l'instant c'est digeste, mais j'ai peur que ça parte là-dedans. Abigail, quoi, ça fait très téléphoné. Abigail, là, on est dans The Mist. The Mist, la vieille qui va prêcher le truc, là, c'est... Le roman était vachement bien, il était hyper long. Je crois que c'était sur 2 volumes en poche, c'était des trucs, je crois que je l'ai encore là. Et qu'on parlait un peu de ça vite fait, c'est que effectivement c'est vachement bien, tu te dis mais où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il veut faire, etc. Et la fin, part dans complètement autre chose. Et donc j'ai raison d'avoir peur du catho-protestant. Ok. En tout cas, c'est beau, donc pour l'instant, je prends vraiment du plaisir à lire. Le voyage jusque-là est cool, et puis c'est vrai que l'avantage, c'est qu'au moins, t'as les dessins, et que voilà, t'es sûr que t'as une dimension. Mike Perkins, il est assez fort là-dessus, en tout cas, c'est assez ancien, non enfin, assez ancien, c'est pas ancien, mais c'est à quelques années, mais je trouve que ça n'a pas vieilli, en tout cas, aujourd'hui, on fait à l'identique, pas mieux, en tout cas. Donc du coup, tu parlais d'une réédition, là c'est le tome 1, c'est sorti récemment du coup ça ? Là, on en est au tome 4, du coup, qui est sorti là, et c'est en cours. Ok, c'est en cours. Le tome 4 est sorti hier. Ok. L'actu. C'est intéressant, en tout cas, moi c'est vrai que Le Fléau ça me parle, genre on a parlé d'un programme tout à l'heure, je crois que, si un programme télé, je crois que je l'ai vu. Ouais, c'était une mini-série, pareil, ça commençait super bien, puis la fin, alors pour le coup... il me semble que c'est le souvenir que j'en ai. C'est le souvenir que j'en ai, donc c'est que ça doit être ça, et effectivement, en tout cas, ça doit être sympa de pouvoir avoir, comme je le disais tout à l'heure, cette découverte d'un livre en format comics avec des images, ça change quand même grandement les choses. J'y vais de ma petite... Pardon, juste, je te coupe 2 secondes, c'est juste que ce que tu vas sûrement éviter en comics, et ça c'est bien, c'est que dans la série télé, mais c'était aussi le propos, mais du coup visuellement ça faisait cheap. Et du coup le côté cheap, ça faisait super kitsch. Enfin, il y avait un truc qui faisait vraiment kitsch avec les acteurs. Enfin, il y avait un truc sur la fin. T'arrives pas à prendre au sérieux le truc. Voilà. Ouais. Alors qu'au moins, une fois dessiné par Mike Perkins, je pense que ça t'aura pas le côté kitsch. Donc peut-être que en tout cas, là, on l'a pas. Hein. Là, c'est canon, c'est assez dark quand même. Ce que j'aime, quoi. Donc c'est un côté sérieux, mais du coup, c'est possible que ça aide beaucoup, que ça sauve un petit peu la fin. C'est très possible. Ah, c'est sûr.
Ok, je vais y aller de ma petite reco là, on n'a plus beaucoup de temps, donc ma petite reco à moi, les gars, c'est ça. C'est Superman Son of Kal-El. Là, c'est le tome 2 actuellement, mais lisez, il y a le tome 1 qui est sorti en avril. Celui-ci est sorti le 14 octobre dernier. Superman Son of Kal-El, qu'est-ce que c'est ? Ça parle du fils du coup de Clark Kent, Jonathan, qui doit remplacer son père parti dans d'autres galaxies, régler des problèmes plus grands. Et on se retrouve du coup avec un Superman qui est beaucoup plus engagé sur les problèmes d'inégalité sociale, d'écologie. Et c'est excellemment bien dessiné du coup. Donc le premier d'ailleurs était dessiné par John Timms, c'est ça, et le deuxième est dessiné par Cian Tormey. Et surtout, c'est écrit par l'incroyable Tom Taylor, dont j'ai déjà parlé ici, puisque j'ai déjà parlé de Nightwing. Tom Taylor qui fait du Tom Taylor, il est trop fort, il est beau, il sent bon. Et j'adore ce mec, voilà. Et je trouve qu'il y a un truc assez cool, c'est qu'en fait dans le Nightwing qui est sorti aussi récemment, du coup c'était au mois de septembre je crois, il y a un double numéro qui joue avec le 89 du coup de Nightwing et je sais plus lequel du coup de Superman Son of Kal-El, et en fait ça fait vraiment un double numéro qui est sorti, qui est complètement connecté, et on l'a dans le Nightwing tome 2 et on l'a dans le Superman Son of Kal-El tome 2. De base j'étais un peu surpris, j'étais un peu en mode fait chier parce que j'ai payé du papier là en fait et j'ai les deux mêmes histoires. Et en fait, j'ai trouvé le truc vachement bien parce que quand on lit du côté de Nightwing, qu'on passe le passage et on repart sur son histoire, voilà, on a vraiment le pan de Nightwing et on relit exactement la même histoire dans le pan de Superman de John. C'est waouh, j'ai trouvé ça génial. En fait, je me suis dit, en fait, c'était une super idée de la part d'Urban Comics de faire ça parce que c'est vraiment connecté, c'est vachement bien. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à lire toutes nos recommandations et Superman, vous savez, moi je parle beaucoup de super-héros. Voilà. Ce soir, c'était Superman, c'est rare. Hein, habituellement, c'est Batman. Donc, Batman. ou c'est Moi, j'ai juste un peu peur que Tom Taylor, à force de faire 1000 choses à la fois, il y a un moment, il va se perdre, c'est obligé. Parce que là, il va nous faire un Scott Snyder à partir dans tous les sens. Et je sais même pas comment il fait. Je crois qu'il est encore en train de travailler sur un autre Deceased. Je sais pas comment il fait. Ils sont en train de le... Oui, ils font un nouveau... Trevor, il y a Deceased de 3. Trevor il est en plein dedans, il a la tête dans le guidon là. Ah, tu vois, voilà, ouais, c'est un truc de fou. Le mec, je crois qu'il ne dort pas. Voilà, Ah ouais, c'est sûr. Voilà. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Hein. Nous, on est obligé de dormir. Lui, apparemment, non. Bon, en tout cas, voilà. Grosse propale. Allez lire. Du coup, les recommandations qu'on vous propose, les amis, c'est toujours très quali. Vous le savez, c'est lu, c'est validé. Sinon, on vous en parle pas. Voilà, tout simplement. On passe à un dernier petit truc. C'est un petit jeu. Hein. On se finit sur un petit jeu comme ça. Il nous reste 5 minutes. Ça va être très rapidement. On y va tout de suite. C'est le jeu. Alors les amis, on va faire très simple. Vous le connaissez celui-là, c'est Alter Ego. On l'a déjà eu ici. J'avais pas beaucoup de budget aujourd'hui. Bon, pas beaucoup de temps surtout. J'ai fait un petit alter ego. Qu'est-ce que c'est alter ego ? C'est simple, je vous donne le nom d'un personnage, le nom ou son pseudonyme, et vous devez me répondre du coup son alter ego. Je vous dis Bruce Wayne, vous me dites Batman. Je vous dis Superman, vous me répondez Clark Kent. C'est aussi simple que ça. Comme vous êtes trois aujourd'hui, j'aime bien vous faire un peu batailler, etc. Mais comme vous êtes trois aujourd'hui, vous allez dire votre pseudo, votre nom, ce que vous voulez, juste en guise de buzzer. Et je prendrai la réponse du premier qui donne. On va commencer tout de suite. Je suis désolé, j'aurais pas d'image aussi pour ceux qui connaissent pas les personnages. C'est quand même des personnages connus, hein, attention. Mais j'ai pas d'image, j'ai pas eu le temps de faire de slide. Voilà, honte à moi, pardon. On y va sur le premier. Un personnage un peu spécial. Je pense que vous l'avez pas forcément, et c'est ça qui est intéressant. C'est Colin King. Est-ce que ça vous parle ? Colin King. Ah oui. Night Nurse, c'est dans les Night Nurse. Attends, comment elle s'appelle ? Et ce n'est pas une femme. Bon ? C'est un homme. Colin King. Non. Colin King, c'est Ninjak. Chez Valiant. L'espion ninja de l'univers Valiant. C'est Colin King. Et oui, les amis. Oh là là, regardez, la régie, ils sont trop forts. J'ai pas prévu de slide, mais il est là, il a les images, il est trop fort. Et Ninjak, c'est un banger, faut aller lire. Peut-être pas les derniers numéros, mais alors
Les éditions en plus de chez Bliss sont génialissimes. Bravo à Bliss pour le travail au passage. Je salue les éditeurs français d'ailleurs au passage. Je salue Urban, je salue Bliss. Du coup, je salue également iComics et tous les autres, Delcourt et tout. Je vais pas tous les citer, mais vous faites du super travail. Et Panini, arrêtez de faire de la merde. Ensuite, deuxième proposition. J'ai dit ça tout haut. Deuxième proposition, les amis. Si je vous dis Al Simmons. Spawn. Ouais, bien joué. Création de Todd McFarlane, bien entendu. On attend toujours du concret d'ailleurs sur le prochain film, Spawn, sur lequel il travaille depuis à peu près 15 ans, je pense. Il arrive à faire mieux que James Cameron. Est-ce que le film sera mieux qu'Avatar 2 ? À vous d'en juger dans le futur. Est-ce que c'est toujours Jamie Foxx qui est censé le faire déjà ? Et écoute, je crois qu'il est toujours rattaché au. Il est toujours rattaché au truc, c'est ouf. Je crois ça qu'il fait est 15 ans. Exactement. Il est à fond dedans et toujours. Et quand on lui pose la question, c'est oui, ça travaille. C'est un peu long les gars quand même. Faut y aller un moment. Si je vous dis, et voilà, ouais, on a le Spawn là, et on voit la petite image d'ailleurs de Jamie Foxx en bas à gauche avec le faciès de Spawn. Alors on l'aura un jour. On l'aura un jour. Si je vous dis Cindy Moon. Moonboot. Moon Girl, non, c'est pas Moon Girl. Non. Ça, c'est une X-Men, Cindy Moon. C'est dans Marvel. Non. Ah bah non, je l'ai pas alors. C'est dans Marvel. C'est dans Marvel. Si je vous dis... Elle est pas un peu ninja. Elle a pas un bandeau rouge comme ça là. Non. Ah, toi, tu confonds avec Silk, non ? Ouais, je pense à Silk. Bah c'est Silk. Bah elle a un bandeau rouge. C'est Spider-Man. Ouais. Ah oui, elle a le bandeau rouge. Oui, ma bête. Non, je croyais que c'était utilisé sur les yeux. J'avais pas compris. Non, excuse-moi, j'aurais dû dire foulard, ça aurait été plus parlant. Ah ouais, ok, j'avais pas capté. Oui, c'est Silk, bien entendu. Ah oui. C'est Silk. Silk, personnage du Spider-Verse, bien sûr, qui s'est fait mordre par la même araignée que Peter Parker. Voilà, c'est l'info. Si vous voulez lire, il faut aller lire Spider-Verse. C'est très très cool. Spider-Verse, c'est peut-être un des meilleurs trucs que j'ai lu sur Spider-Man. Le chara design en tout cas de Silk, il est incroyable. Je suis d'accord. Oui, non mais c'est insane. Les premières pages où tu vois quand elle sort sa tenue, elle a pas de tenue, qu'elle fait sa tenue. Mais d'ailleurs, c'était ça remonte à 2018, mais il y avait Amy Pascal, une actrice américaine qui avait été apparemment pour faire un spin-off sur Silk, un film spin-off. Mais j'en avais entendu parler, ouais. Alors, c'était une production coréenne-américaine. Apparemment. Mais ça a jamais abouti, je pense. Mais alors si, c'est un projet. C'est un projet chez Prime, je crois, qui va sortir. Silk. Ah ok. Oui, de mémoire, c'est un projet en partenariat avec Sony. Je crois que c'est Prime qui a racheté des droits avec Sony. Parce que là, c'était Netflix qui les avait. Je crois que c'est Prime, du coup Amazon qui a racheté les droits, et je crois que c'est Amazon qui va faire un truc Silk. À confirmer. Là, j'avoue que je dis ça de mémoire, c'est vieux. Mais il y a un projet Silk de mémoire. Surtout qu'on l'avait vu dans Homecoming, en plus, Silk. Elle apparaissait dans Homecoming. De toute façon, là, s'ils veulent faire tous les trucs avec Madame Web et tout, c'est sûr qu'on va avoir plein de Spider-Man qui vont arriver d'un coup. Allez, on en refait quelques-uns, mais il est bientôt l'heure, les amis, si ce n'est qu'il est l'heure. Si je vous dis le deuxième Robin. Grey. Tim Drake. Je suis bête. C'est pas Tim. Non. C'est le Grey, là. Jason Todd, bien entendu. J'ai cru que j'allais jamais le sortir. Je te jure, j'ai failli me taper. J'aurais pu être un salaud, j'aurais pu dire le troisième. Bon, j'aurais pris Tim Drake, mais j'aurais pris aussi Carrie Kelly quand même. Genre, on va lui rendre honneur. Et effectivement, alors on a, c'est marqué Jason Todd en bas. Il ressemble plutôt quand même à Tim Drake qu'à Jason. Hein. Disons-le. Hein. Je sais pas qui a fait ce dessin, mais. On pourrait mettre une photo de Red Hood, quoi. Allez, ouais. Ouais, c'est plus Red Hood maintenant, c'est peut-être pour ça. Là, c'est plus un peu jeune, mais bon. On se fait une proposition aussi. Si je vous dis Jonathan Osterman. Huitreman. Ça, c'est dur. Vous l'avez pas? Il lâche des glaires. Fais gaffe parce que c'est le genre de mec que t'as pas du tout envie d'énerver en fait. Je me suis fait huistrifier, les gars. c'est pas du tout le mec que t'as envie d'énerver puisque c'est le Docteur Manhattan. Oh. Rien que ça. Ah, il y a le côté bleu de l'huître. Quel enfoiré. Allez, un petit dernier pour la route. Et le Docteur Manhattan, évidemment de Watchmen, hein, bien entendu, pour situer le personnage. Merci à la régie d'être aussi si balèze. Un petit dernier pour la route. Celui-là, il est drôle. Si je vous dis les Tortues Ninja. Donatello, Raphaël, Michelangelo et Leonardo.
Bah oui, bravo Captain, effectivement. J'attendais le quatuor. D'écailles et de vinyle. Je me suis dit, tiens, on va faire un petit troll à la fin, on va en donner 4 comme ça. Voilà, bon, c'était le petit alter ego en rapide. Les tortues, effectivement, ils sont là, les tortues ninja. Ah l'enfoiré, GG, bravo, c'est bien joué. Écoutez les amis, on arrive à la fin de cette émission, hein. On finit même un peu à la bourre tellement on a bien parlé. C'était une super émission, j'ai adoré, franchement c'était génial. Merci beaucoup à Mathieu d'avoir pris de son temps pour être avec nous et d'avoir passé ces 2 heures là avec nous. C'était super cool. Franchement, merci, c'est vraiment cool. N'oubliez pas du coup d'aller voir le projet Ulule et de participer du coup, aider ce projet qui est un comics français, c'est rare, c'est de l'indé, voilà, ça sort du cœur, donc n'hésitez surtout pas à aller soutenir le projet, ça en vaut la peine. C'est quand même pas tous les jours qu'on a ça et je pense que voilà, il y a de belles choses à raconter dedans, c'est beau, ça sent bon aussi, les planches sont incroyables sur ce qu'on a pu voir, ça travaille très très dur, donc surtout allez soutenir ce projet, c'est important. Merci à vous les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se dit au revoir, merci à bientôt. les potes, c'était trop cool. Rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine Comic-Con. On sera là, toujours comme d'hab, vous connaissez. Maintenant, vous avez le rendez-vous. Il est là, il est posé. On retrouvera les copains, Geeks Manga plus la semaine prochaine. Exactement. Voilà, et puis Captain demain soir. Ouais, pour la séance. Et voilà, je connais le planning. Et puis pour Mathieu, vous allez chercher Dante Comics sur Twitter. Et voilà, vous allez trouver. En tout cas, merci à vous tous. Ça fait extrêmement plaisir. On vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Reposez-vous bien. Et à bientôt sur la séance, les amis. Bonne soirée. Merci. Ciao, ciao. Ciao.